Bienvenue dans le Carré d'As Immobilier, votre rendez-vous incontournable pour tout comprendre sur l'immobilier. Que vous soyez un investisseur débutant, un professionnel chevronné ou simplement curieux, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode, nous recevons des experts dans le domaine de l'immobilier, des agents, des promoteurs, des investisseurs, des architectes, des notaires et bien d'autres encore. Ensemble, nous explorons les dernières tendances du marché, les stratégies d'investissement et les conseils pratiques pour réussir vos projets d'immobilier. Notre mission vous fournit les clés concrètes et aspirantes pour réussir avec succès dans l'univers passionnant de l'immobilier. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode bonus. Comme annoncé à l'épisode précédent qui était le 10e, le tour dernier, mais on a voulu vous donner un épisode bonus et pour cela, on a invité un expert en immobilier. Bon, nous, normalement, on ne sait pas de qui il s'agit. Je pense que Isaac également ne sait pas de qui il s'agit. Effectivement. Donc, on va le laisser se présenter, nous dire qui il est, ce qu'il fait et ce qui l'a conduit à l'immobilier. Donc, bonjour, monsieur. Salut, cher Immo Businessman, cher Immo Businesswoman. Je suis Yann Amon, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années, chef d'entreprise dans le domaine de l'immobilier. Et je suis l'invité mystère de Marie-Georges et Isaac pour l'épisode bonus du Carré d'As Immobilier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et félicitations à vous pour ce podcast que beaucoup de personnes suivent. Comme par hasard, juste à l'instant, j'étais en train de regarder un message. J'ai dit à la personne que j'étais à l'émission et la personne me disait qu'elle suit ça beaucoup. Ok. C'est une dame qui veut qu'on vende une de ces villas-là. Pour dire que votre podcast touche beaucoup de personnes. Super. On revient bientôt pour l'épisode, enfin pour la saison 2. Vous êtes vraiment une personne très chargée. Je le vois souvent dans vos différents parcours sur les réseaux sociaux. Et moi, j'aimerais savoir déjà, qu'est-ce qui vous a conduit directement à l'immobilier, sachant que vous avez une casquette Tout pour à fait. plusieurs activités. Effectivement, alors l'idée de l'immobilier, je pense que ça m'est venu de ma mère lorsque je suis rentré de mes études, je cherchais du travail, entre parenthèses, parce que je voulais plutôt créer une entreprise, mais elle me disait, si tu veux, on va peut-être aider à trouver du travail. Et moi, je sentais plus que je voulais créer une entreprise. Elle m'a dit, comme tu n'as pas encore les moyens de créer ton entreprise, il y a ton père qui, en son temps, avait obtenu ce qu'on appelle une charge en tant que commissaire de justice. Elle avait pris la charge d'administrateur d'immeuble, mais il n'avait jamais utilisé. Donc, elle a dit, pourquoi est-ce que tu t'approcherais pas de lui pour commencer à faire l'immobilier? Je me suis dit, est-ce que ça m'intéresse? Parce que j'avais plutôt une formation de finance, audit finance. Et puis, j'hésitais, mais comme je ne faisais rien et que j'aime en général être en activité, j'ai commencé comme ça à tester. Et je pense que j'ai eu un premier petit dossier qu'on a bouclé, une location, où j'ai eu comme commission, je pense, 350 000 divisé par deux. J'ai donné la moitié au démarcheur, j'ai pris la moitié. Donc, en un rien de temps, j'ai touché comme ça 175 000. Je me suis dit, ah, c'est quand même pas mal l'immobilier. Et je pense que c'est ce qui m'a fait faire mes premiers pas. Et plus tard, j'ai eu une sorte d'orientation, de conviction. Et j'ai décidé vraiment de me concentrer sur l'immobilier. C'est très bien. Mais à part cette première transaction, Mhm. avant moi, c'est que je sais un peu de l'immobilier. On a la possibilité de s'orienter sur un secteur, soit de la gestion, soit spécialiste de la vente. Vous déjà, vous avez commencé comment? Alors, j'ai commencé, on va dire, au départ comme démarcheur. Je pense que j'ai commencé comme démarcheur parce que je n'avais pas encore les connaissances en gestion ou quoi que ce soit. Donc, j'ai démarré comme démarcheur et puis j'ai commencé à approcher plus ou moins les proches. Mon père avait une villa en son temps en Grès qu'il voulait mettre en location. J'avais des tantes, j'avais des voisins, des tontons, des tantis. Donc, j'ai commencé comme démarcheur, juste en mettant des pancartes, chercher à faire louer et en faisant louer, avoir juste la commission. Donc, j'ai commencé l'immobilier déjà comme démarcheur, juste pour les commissions. Mhm. Et après, j'ai décidé de créer une agence immobilière, d'abord dans l'informel. Donc, en général, les gens qui créent les petites agences immobilières, ils mettent gestion, ils mettent location, vente, ils mettent comme ça pêle-mêle des choses sans avoir vraiment les notions. Ouais. Je veux dire, quand moi je décide par exemple de faire de la gestion, je n'ai pas vraiment encore les compétences et les notions en gestion.
Mais c'est comme ça que j'ai commencé parce que c'était ce qui m'a apporté. Donc, petite agence immobilière dans l'informel. Et plus tard, je rejoins le cabinet de mon père pour me faire former. Donc, c'est là que j'apprends l'administration d'immeubles, la gestion immobilière. Et j'ai préféré être sur ce positionnement parce que, comme j'étais un peu financier, je savais ce que c'était les revenus fixes et les revenus variables. Dans Ouais. l'immobilier, il y a beaucoup de choses à faire, mais les choses qui vous permettent d'avoir des revenus fixes, c'est la gestion immobilière. Ça veut dire si vous avez un bien en gestion et que chaque mois vous encaissez le loyer, vous touchez à peu près 10% de commission de gestion. De gestion, oui. Et ça m'a permis de générer des revenus fixes, ce que je voulais pour avoir de l'équilibre. Et après, avec les locations, les ventes, vous avez encore des commissions, des frais d'agence qui vous génèrent des revenus variables. Donc, pour moi, la gestion immobilière était plus ou moins le meilleur business model qui me permettrait d'avoir de l'équilibre. La gestion pour avoir des revenus fixes, des revenus réguliers, et les commissions pour avoir des revenus variables. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce pari-là, parce que mes connaissances en tant que finance, gestion d'entreprise, j'ai pu sentir que c'était cette approche qui allait me permettre d'avoir de l'équilibre et peut-être après de la vitesse. D'accord. D'accord. Alors, on parle de stratégie d'investissement. Oui. Quelles sont les zones les plus attractives pour l'investissement immobilier aujourd'hui? En Côte d'Ivoire, déjà, il ne faut pas se résoudre, il ne faut pas se coincer seulement sur Abidjan, parce que la Côte d'Ivoire, elle est quand même grande. Donc, il existe, on va lui dire le numéro un, il ne faut pas qu'on se mente, c'est Abidjan. Donc, on va d'abord raisonner en termes de ville. Donc, la ville numéro une, la plus attractive en Côte d'Ivoire, c'est la ville d'Abidjan. Mais après Abidjan, il y en a d'autres. Et quand on regarde les statistiques au niveau de la Direction générale des impôts, ne serait-ce que sur l'année 2024, les zones où il y a eu le plus de transactions notariées, où il y a eu le plus de demandes d'ACD, on se rend compte qu'il y a des zones qui se détachent. Donc, on va citer Abidjan en pole position. En numéro 2, on peut se retrouver avec Yamsokro. Après, tu as les zones comme San Pedro, qui sont des zones balnéaires. C'est une zone balnéaire. Donc, si on devait dire un top 3, je dirais Abidjan, Yamsokro et San Pedro. Ça ne veut pas dire que Boaké n'est pas intéressant, ça ne veut pas dire que d'autres zones ne sont pas intéressantes, mais on va dire que ça se dessine dans le peloton. Maintenant, après, quand tu rentres dans Abidjan, il y a des zones encore qui sont très intéressantes. Tout dépendra de la stratégie de l'investisseur. Parce que pour quelqu'un qui veut faire un investissement à court terme, achat-revente, ou en fonction aussi du budget que vous avez pour investir, il y a des zones qui seront à votre portée ou à des zones qui seront les plus intéressantes pour vous. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un qui a 1 million de francs CFA d'épargne ou de cash qui veut investir dans l'immobilier, il n'y a pratiquement pas de zone à Abidjan où tu peux investir à 1 million. Donc, avec tes 1 million, on te dira, par exemple, la zone la plus intéressante pour toi, c'est Yamoussoukro. Donc, pour toi, la zone la plus intéressante serait Yamoussoukro. Pour quelqu'un, peut-être qu'à 50 millions de francs CFA qui veut investir, on va en chercher à lui demander, est-ce que vous voulez quoi, un investissement à court terme, achat-revente? Est-ce que vous voulez générer des revenus locatifs? Donc, en fonction de votre profil ou de ce que vous voulez avoir comme retour sur investissement, là, une zone peut devenir plus intéressante pour vous. Pour dire qu'il n'y a pas de zone plus intéressante sans une vision et une stratégie définie. En fonction de votre stratégie, selon que vous voulez jouer au jeu du long terme, du court terme ou de moyen terme, vous allez voir que les zones les plus attractives vont changer. Pour quelqu'un, par exemple, qui veut faire un investissement à long terme, Abidjan peut ne même pas être la meilleure option pour lui. À ce moment-là, peut-être même que Yamoussoukro, qui est déjà en train de se développer, sera peut-être pas la meilleure zone pour lui. Peut-être que pour lui, la meilleure zone serait peut-être Adiaké, qui sont des zones un peu plus d'avenir. Donc, ça dépend d'abord de votre profil, de ce que vous voulez faire. Et à partir de là, on va pouvoir dresser pour vous les 2 ou 3 zones les plus intéressantes. Donc, on ne peut pas donner cette réponse comme ça sans tenir compte de la diversité des profils et de la diversité des budgets. Quelqu'un qui a 1 million n'aura pas la même liste que quelqu'un qui a 5, que quelqu'un qui a 50, que quelqu'un qui a 100 millions de francs CFA. Et quels types de biens sont les plus recherchés par les investisseurs? Là encore, ça dépend toujours de votre budget. Mais en règle générale, les Ivoiriens, en tout cas, depuis à peu près 10 ans, on avait constaté ça avait l'appétit pour les terrains, même les non-nationaux. C'est-à-dire les gens avaient compris que l'immobilier, la base de l'immobilier, c'est le foncier. Et le foncier, c'est le terrain. Donc, on avait constaté que les gens avaient
beaucoup plus d'appétit pour l'achat de terrain, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 30 ans, où à cause de plusieurs histoires, de mauvaises expériences, la plupart des Ivoiriens, en tout cas nos aînés, nos papas, avaient peur d'acheter des terrains. Donc on était face à une situation où les gens n'investissaient pas vraiment dans le terrain, mais ils préféraient investir dans la pierre. Mais ces 10 dernières années, il y avait eu un changement. Les Ivoiriens avaient plus tendance à s'orienter vers les terrains. Mais c'est paradoxal parce qu'on est en train de revenir à la situation d'il y a 20 ans. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne vais rien vous apprendre. Depuis le mois de janvier, on peut dire que la Côte d'Ivoire traverse ce qu'on peut qualifier de crise de l'immobilier et du foncier. C'est ça. Donc cette crise-là, parmi les conséquences, on a tendance à voir que de plus en plus les Ivoiriens ont à nouveau peur d'investir dans l'immobilier, entre parenthèses, mais dans le foncier, parce qu'ils ont l'impression que c'est un peu trop risqué. Et j'aime donner ce conseil-là aux gens. La plupart de mes clients récemment, je leur ai dit de faire attention à ne pas tomber dans ce piège dans lequel a été plusieurs de nos papas pendant des décennies. Parce que je vais prendre encore un exemple personnel. Moi, je connais beaucoup de personnes qui, en son temps, avaient les moyens d'acheter, mais qui n'achetaient pas des terrains parce qu'ils se disaient quoi? Non, c'est trop risqué, il y a de l'arnaque, les ébriers sont ci, on connaît les gens. Et ils n'ont pas acheté alors qu'ils avaient les moyens. Oui. Ils ont préféré mettre leur argent dans autre chose. Mais ceux qui ont fait le pari, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ont des patrimoines qui sont très bien valorisés. Et même que beaucoup de ces parents de l'époque regrettent aujourd'hui le fait qu'en son temps, il n'ait pas mis 500 000, 1 million, 2 millions dans les terrains. Donc, j'ai l'impression que ce cycle est en train de revenir et je profite de ce podcast-là pour vraiment encourager les Ivoiriens. C'est vrai qu'il y a des grands risques, c'est vrai qu'il y a des arnaques, vous devez faire attention, vous devez prendre toutes les précautions, mais ne laissez pas cette peur-là entraîner le divorce entre l'Ivoirien et sa terre. Ce serait très dangereux, ce serait même mettre en péril la génération suivante. Parce que pendant que vous n'achetez pas, il y a des personnes qui achètent. Oui. Et plus, ce qui est un peu plus délicat, c'est que les non-nationaux, ils achètent. C'est un peu comme si on continue d'avoir peur, je comprends cette peur, mais si on continue d'avoir peur trop longtemps et qu'on ne met pas en place les mesures pour ne plus que les Ivoiriens aient peur et que le foncier soit suffisamment sécurisé, on va se retrouver pendant 2, 3, 4 ans avec des gens qui n'achètent pas et d'autres personnes qui connaissent, qui voient l'intérêt d'acheter, qui vont acheter. Et dans 10 ans, dans 5 ans, quand on va se réveiller, les meilleurs terrains seront déjà vendus et ils seront en train de faire de la spéculation parce que, au bon moment, trop d'Ivoiriens ont eu peur de s'engager. Mais est-ce que c'est pas dû au fait que, généralement, quand on parle de crise, soit le prix baisse, soit le prix grimpe. Est-ce que c'est pas dû au fait que le prix peut grimper, ça va faire fuir les clients? Il y a ça. En général, le marché, dans tout le monde entier, que ce soit les marchés financiers, les marchés boursiers, il y a toujours le principe de l'offre et la demande. Le marché a tendance à... Il y a une loi même, lorsque vous faites les finances, on explique ça. C'est-à-dire, tout marché a tendance à s'auto-réguler. C'est pour cela qu'on mène des régulateurs, mais dans le monde de la finance, on ne permet pas, par exemple, à l'État de trop intervenir dans le marché. Donc, à un moment, on peut créer des règles. Il est possible de limiter la hausse des prix. L'État peut réguler. En ce moment, je vois beaucoup de volonté de l'État de réguler. Quand vous voyez, par exemple, au niveau des loyers, ils sont en train de mettre en place des commissions de fixation de loyers, tout ça pour dire que dans les prochaines années, l'État veut vraiment avoir la même mise dans le domaine de l'immobilier. Quand vous voyez la réforme de l'ADU, la réforme du foncier, tout ça, on sent une grande volonté de l'État de reprendre le contrôle, ce qui est bien. Mais l'offre et la demande, c'est une loi très puissante. Ça veut dire quoi? Plus la demande pour une zone est grande, elle est forte, les prix vont monter. Quand la demande est supérieure à l'offre, ça a tendance à tirer les prix vers le haut. C'est quelque chose contre lequel on peut difficilement lutter. Mais la crise du foncier en Côte d'Ivoire n'est pas due au prix. Parce qu'il y a encore des terrains qui sont encore à bon prix. La crise du foncier aujourd'hui, ou de l'immobilier en Côte d'Ivoire, c'est dû à une crise de confiance envers les acteurs et envers, j'ai envie de dire, la documentation. Vous savez, je ne vais pas citer de nom, hein, la crise qui a eu lieu récemment, il y a 2, 3 mois, qui est partie d'ailleurs d'une dame, pour la petite histoire, qui s'appelle apparemment épouse Hamon. La dame Traoré. Donc, la première fois que j'ai vu son histoire, je dis, ah, ça, c'est lequel de mes tontons Hamon qui allait marier une tantine en France, ils ont volé son terrain. Moi-même, je ne suis pas informé. Petite parenthèse. Pour dire que cette crise-là attaque directement ce qu'on appelle l'ACD.
l'ACD, l'arrêté de concession définitive, je pense que c'est ça la bonne Ouais. définition, est né sous le président Ouattara. C'est-à-dire, c'est à l'avènement du président Ouattara avec les réformes que l'ACD a pris corps. Ça veut dire en 2003, 2001, il n'existait pas ce qu'on appelait l'ACD. Il existait ce qu'on appelle le CPF, il y avait d'autres documents qui permettaient de sécuriser le foncier. Et l'ACD a été vendu comme étant sécurisé, c'est-à-dire avec une sécurisation optimale. Donc, sur cette base de l'ACD, il y a beaucoup d'enjeux. Par exemple, aujourd'hui, les banques prêtent de l'argent à des personnes en mettant, par exemple, en garantie leur ACD. Donc, l'ACD est devenu un peu comme le squelette autour duquel tout se bâtit. Et si aujourd'hui, l'ACD n'a plus la valeur ou la sécurité qu'on lui pensait, il y a un problème. Et ce problème-là, il est vraiment délicat. Il faut qu'il soit réglé. Il faut que on puisse avoir un document fiable qui, dans sa délivrance, passe des étapes au point où, lorsqu'il sort, on peut vraiment lui faire confiance. Sinon, les banques vont avoir peur de prêter. Les banques qui en ce moment plein d'ACD, qui ont hypothéqué plein d'ACD, vont se dire, ah, attention, si aujourd'hui ces ACD-là sont attaqués, qu'est-ce qu'il en est de l'argent qu'on a prêté? Et c'est très dangereux. Et c'est pour ça que je dis, derrière cette crise, ce n'est pas les prix, c'est la confiance qu'on a dans le fait qu'aujourd'hui, tu peux avoir un terrain avec ACD. Et puis, dans 6 mois, dans 1 an, on va se lever pour dire non, c'était un faux ACD ou bien ça a été délivré avec une fausse attestation. C'est très dangereux. Et c'est vraiment la chose pour laquelle il faut faire très attention. Donc, c'est au gouvernement, et je pense que le ministre de la De la Construction fait un construction. très beau Ouais. travail. J'apprécie vraiment monsieur le ministre Bruno Koné pour le travail qu'il fournit, toute son équipe. Mais aujourd'hui, il faut vraiment, vraiment, vraiment que la réforme, parce que dans la réforme de l'ACD actuelle, il y a une autre réforme, parce qu'avant l'ACD, on pouvait l'attaquer. Dans la nouvelle réforme de l'ACD, il semble qu'un ACD, après publication au journal officiel, je pense après Soit 2 mois, 3 2 mois, mois, 3 mois, on ne peut plus l'attaquer. l'attaquer. Ouais. Certains ne sont pas contents. Mais moi, en tant que financier, je me dis c'est bon. Parce que si l'ACD est attaquable à tout va, ça va créer, au-delà de la crise de l'immobilier, ça va créer une crise financière. Et personne n'a envie de vivre ça. Il faut dire que le problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est pas un problème de prix. Partout, dans certains pays même, beaucoup ne le savent pas. Par exemple, moi, j'étais au Burkina à 2 ou 3 reprises. Au Burkina Faso, les terrains sont très chers. À Ouagadougou, je veux dire, je me souviens à l'époque, on parlait de certaines offres avec des Burkinabés. Ils disent, waouh, on peut avoir terrain à Abidjan à 1 million, 1,5 million. Et à Bobo, tu peux pas. Il paraît que même au Sénégal aussi. Au Sénégal, c'est impressionnant, surtout dans la ville de Dakar ou dans les zones avec la mer et tout, tu ne peux pas. Je veux dire, les prix en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'ils sont élevés, mais il y a des zones où c'est terriblement pire. Pour dire que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la confiance en la documentation et c'est le fait qu'il faut suffisamment lutter contre les arnaques et qu'il faut pouvoir avoir un document dans lequel on a tous confiance. Si le ministère, et je n'en doute pas, réussit à relever ce pari, je pense qu'à nouveau, les Ivoiriens vont se réconcilier avec l'immobilier, avec le foncier. Et il n'y a pas que le foncier urbain, il y a le foncier aussi rural. Et je pense que là-bas, à ce niveau, ces derniers temps, il y a moins bizarrement de problèmes dans le foncier rural que dans le foncier urbain. Ce qui était différent en son temps, c'était sur le foncier rural, il y avait souvent des contestations, des bagarres. Différents chefferies. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est dans le foncier urbain et je pense que monsieur le ministre et son équipe vont certainement réussir à relever le pari. Les différents acteurs que nous sommes, que ce soit les agents immobiliers agréés, que ce soit les notaires et compagnie, on va contribuer à la sécurisation du foncier en Côte d'Ivoire. Donc, le problème n'est pas les prix. Le problème aujourd'hui du foncier en Côte d'Ivoire est lié. Si aujourd'hui, toi, tu veux vendre ton terrain, je dis n'importe quoi, un terrain qui vaut 10 millions, toi, tu vends ça à 100 millions. Quand personne ne va acheter là, tu vas revenir. Donc, en fait, l'offre et la demande, on peut laisser ça comme ça. C'est le game. Les prix vont ça. Les prix vont ça. On ne peut pas lutter contre la politique de prix. C'est vrai qu'il faut aussi faire attention parce que quand vous regardez, par exemple, au Ghana, on a pris l'exemple du Burkina, on a pris l'exemple du Sénégal, mais par exemple, au Ghana, j'ai l'impression, moi j'ai été au Ghana aussi, mais je n'ai pas trop étudié le domaine de l'immobilier au Ghana comme je l'ai fait par exemple au Burkina ou au Sénégal. Mais il me semble que par exemple, quand tu vois aujourd'hui des vidéos de maisons au Ghana ou au Nigeria, tu te rends compte que par exemple, ils ont des maisons moins chères avec un standing plus élevé que ce que nous on trouve ici. Oui. Je ne sais pas si vous voyez souvent les villas du Nigeria,
souvent quand tu regardes le prix, que ce soit en Naira ou je ne sais quoi, en CD, quand tu convertis en CFA, le prix que ça donne là, tu C'est peux jamais rien. avoir maison comme ça à Pas du tout. Abidjan à ce prix. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait que c'est cher? La plupart du temps, on va dire à peu près 30 ou 40% du prix sera lié au coût du foncier. Si le terrain est cher, les maisons vont être chères. Ensuite, c'est le développement d'une industrie de construction. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse avoir à des prix compétitifs le ciment, il faut qu'on puisse avoir à des prix compétitifs le fer, et il faut une main-d'œuvre qualifiée. Parce que souvent aussi, quand on parle de standing, on parle en termes de finition. Vous C'est ça. savez, il y a des matériaux aujourd'hui qu'on utilise beaucoup, qui sont des matériaux qui permettent des choses plus jolies. Mais si on n'a pas suffisamment d'artisans qui savent le faire, qui maîtrisent ça, on va devoir importer cette main-d'œuvre et elle coûtera fortement cher. Donc, il va falloir arriver à un certain moment que le gouvernement aussi s'asseye pour penser à développer une industrie Pour être de la autosuffisant. construction. C'est ça. On peut ne pas avoir la compétence, on peut l'apprendre ailleurs. Il faut copier ce que les Chinois font. Quand tu n'as pas quelque chose, tu vas regarder, tu fais du copier-coller et tu viens, tu appliques. Je pense qu'en le faisant, on va pouvoir se retrouver aussi avec des baisses de prix. Après aussi, il y a la gourmandise des acteurs. Et aussi, il y a le manque d'éducation des clients. Parce qu'on joue un peu sur la naïveté ou sur le manque d'éducation, pas d'éducation dans le sens large, C'est d'éducation immobilière ou d'éducation financière c'est des ça. clients. Je prends un exemple simple. Supposons une maison. Aujourd'hui, et ça me permet de faire un petit clin d'œil aussi à quelqu'un qui fait un travail aujourd'hui un peu intéressant pour l'éveil des consommateurs, c'est Observateur Eben, qui essaye de montrer, de démontrer qu'avec 10 000 euros, 15 000 euros, 20 C'est 000 euros, on possible peut de pouvoir construire construire une une maison. maison. C'est vrai, c'est possible de le faire. Mais si les gens ne savent pas que c'est possible de le faire, ou aussi longtemps que les gens vont se dire que c'est pas possible de le faire, on va leur vendre des choses à des prix très élevés. Moi, j'ai déjà été visiter des promotions immobilières où, quand tu vois ce qu'on te propose à 60 ou 70 millions, c'est presque une insulte. Parce qu'à la limite, avec 18 millions, même, ils ont fini de faire ça. Quand tu regardes aussi le coût du terrain, ça ne justifie même pas la Ce prix. marge qu'ils se font. Mais quand les gens vont commencer à être éduqués et quand ils vont voir une maison comme ça, ils savent que cette maison-là, si c'est trop, c'est 35 millions. Ils vont commencer à mieux discuter et les acteurs vont commencer à s'obliger à faire des choses de qualité. Et vous allez voir que le marché va jouer son rôle. La demande et l'offre. Si tu construis un faux petit truc à 2 balles que tu proposes aux gens à 60 millions, que personne ne vient acheter, tu vas devoir construire quelque chose de plus intéressant qui Oui, vaut 60 millions ou tu vas devoir vendre ce que tu as construit à 2 balles là à 30 millions. Donc, il est important que les acteurs soient éduqués. C'est pour cela que votre podcast prend son sens et que toutes les initiatives qui vont dans le sens de l'éducation financière ou de l'éducation immobilière des clients sont vraiment à féliciter. Je pense que ça a été notre combat lorsqu'on a voulu créer le YKBC, c'est de permettre à la génération actuelle là d'avoir des clés, d'avoir des choses qui vont les aider à mieux profiter du business de l'immobilier. Donc, je pense que c'est un pari qu'on est en train de relever et je pense qu'on va y arriver. d'accord. Pour vous, en tant qu'investisseur immobilier, si on peut le dire ainsi, quelles sont les stratégies Mm. les plus performantes à Abidjan, voire même en Côte d'Ivoire, pour soit l'achat-revente, soit la location de biens meublés ou la location à longue durée, où vous pouvez conseiller quelqu'un de pouvoir se Euh, lancer dans l'investissement? je me dis au départ, que vous ayez beaucoup de cash ou pas, il est bien de jouer au jeu de l'achat-revente. Déjà, c'est le jeu du court terme, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que vous ayez beaucoup d'argent, un peu d'argent, pas du tout beaucoup d'argent, l'achat-revente peut vous aider à augmenter votre capital. Ça voudrait dire tout simplement quoi? Aujourd'hui, vous avez 1 million de francs CFA, vous pouvez prendre votre 1 million, acheter un terrain d'1 million et le revendre peut-être après à 1,5 million ou à 2 millions. Donc, vous achetez pour revendre. Ça vous permet d'augmenter votre capital ou bien votre mise de départ. Donc, pour moi, ça, c'est l'une des stratégies que je recommande le plus, surtout lorsque vous n'avez pas une grande connaissance des business models qui sont très performants. Donc, le business model d'achat-revente dans le foncier, il est plus intéressant. Par contre, il faut faire attention aux barrières à l'entrée ou aux barrières à la sortie lorsque vous achetez un terrain. Par exemple, si vous achetez un terrain avec ACD, il y a une barrière à l'entrée. C'est-à-dire un terrain qui a un ACD, on l'achète forcément chez le notaire. Donc, vous allez faire une acquisition notariale, vous allez signer un acte de vente, vous allez payer les impôts et le terrain que vous achetez va être muté à votre nom, mutation foncière.
Après cette action, lorsque vous allez vouloir revendre, vous allez faire la même action. Vous allez faire cette fois-ci une acte de vente. Cette fois-ci, vous n'êtes plus l'acquéreur, vous êtes le vendeur. Vous allez payer encore des frais, des charges. Ce qui fait que la barrière à l'entrée et la barrière à la sortie peuvent être très élevées. Ce qui fait que vous avez acheté le terrain à 1 million, mais quand vous regardez les frais d'acquisition et après les frais pour la vente, peut-être même que votre marge peut être totalement grignotée par ça. Donc, ce qu'il faut faire lorsque vous voulez jouer au jeu de l'achat-revente, c'est de ne pas chercher à acheter les terrains qui ont un niveau de documentation définitif, mais plutôt d'aller vers des terrains qui ont un niveau de documentation intermédiaire. Ça voudrait dire quoi? Vous achetez un terrain, par exemple, qui a une approbation, vous avez fait toutes les vérifications, c'est un bon terrain, il existe, vous avez vérifié, c'est borné, tout. Il existe même un guide villageois, vous achetez le terrain. Vous pouvez ne pas aller faire l'inscription dans le guide dans un premier temps. Parce que bon, après l'inscription de la guide, l'inscription dans le guide peut avoir un coût plus ou moins relatif. Il y a des zones où l'inscription dans le guide, c'est 100 000, d'autres 200 000, parfois ça monte jusqu'à 500 000, 600 000. Donc, à ce moment-là, vous ne payez pas pour faire l'inscription dans le guide. Et le jour où vous trouvez un acquéreur, lui, il ira faire son inscription dans le guide. C'est-à-dire, volontairement, vous avez acheté sans vous inscrire dans le guide. Parce que vous ne voulez pas de tenir, vous ne voulez pas aller en pleine propriété, mais vous comptez céder. Donc, le business model de l'achat-revente que je recommande la plupart du temps aux personnes, si vous voulez jouer à ce jeu, c'est mieux de le jouer avec des niveaux de documentation intermédiaires. Par contre, si c'est de l'achat-revente à longue durée, là, c'est dans votre intérêt de sécuriser le terrain. C'est-à-dire, vous l'achetez aujourd'hui en 2025, vous faites l'inscription dans le guide parce que vous comptez le revendre en 2028, 2029 ou 2030. Là, vous jouez sur le fait que le terrain va prendre de la valeur dans le temps. À ce moment-là, je vous recommande d'aller jusqu'au bout pour être plutôt en pleine propriété pour pouvoir le céder après en pleine propriété. Donc, après l'achat-revente, le deuxième business model pour moi qui est le plus attrayant, c'est le business model de la minicité. Que beaucoup de nos clients connaissent parce qu'on fait à peu près 2 ans qu'on essaie d'encourager les personnes à le faire. Les business models que vous avez cités, ce sont des stratégies rentables à long terme ou à court terme? Ça peut être à très court terme. Hein. L'achat-revente, c'est du court terme. Tu peux acheter, tu revends même selon la force de vente. Si tu as un Isaac à côté de toi, tu lui dis, ah pardon, vends ça pour moi, chap, chap, tu as telle commission, il va te faire ça très rapidement. Donc, l'achat-revente, c'est court terme. Le business model de la minicité, c'est du court terme. Il faut savoir que si l'argent est disponible, on te construit 3 villas ou 4 villas ou 5 villas duplex de 5 pièces en 6 mois à partir du permis de construire. Donc, pour avoir pratiqué le business model de la minicité, pour avoir accompagné des dizaines de clients là-dessus, ce qui fait traîner un projet de minicité, c'est la documentation. C'est-à-dire, c'est la lenteur administrative. Si tu achètes aujourd'hui un terrain de 600 mètres carrés pour faire ta minicité, tu achètes, tu passes chez le notaire, tu signes aujourd'hui 16, je ne sais quand on est, tu signes en avril. Est-ce que tu sais que malgré que tu as signé, tu as payé tout l'argent au propriétaire, tu as payé tout l'argent chez le notaire, tu n'es pas en pleine propriété. Pour être en pleine propriété, la mutation foncière va prendre en moyenne 3 et 6 mois. Si tu vas vers eux, sinon tu peux attendre 1 an, même plus, selon les conservations. Donc, toi, tu as acheté ça en avril, tu as fait sortir l'argent, tu es prêt à commencer, mais tu dois attendre mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, dans le meilleur des cas. Une fois maintenant que tu es en pleine propriété, tu vas t'approcher d'un architecte. Bon, pendant que tu attends les 6 mois, tu peux déjà approcher l'architecte puisque tu sais déjà que c'est ton terrain. Donc, l'architecte a déjà tous les plans. Maintenant, l'architecte, une fois maintenant que tu es en pleine propriété, va faire ta demande de permis de construire. Là encore, on peut être autour de 1 mois d'attente maximum, si vous êtes efficace. Ça fait 7 mois que tu attends, que tu es prêt, mais que ton projet ne peut pas démarrer. Dès que le permis de construire sort et que tu as ton truc de chantier et que tu l'implémentes, tu peux livrer tes villas en 6 mois. Pour dire que le plus dur, c'est pas la construction. Donc, normalement, 6 mois, c'est du court terme. Oui. Donc, ça peut devenir moyen terme à cause de la lenteur administrative. Donc, le business model des municités, c'est quelque chose de court terme. Mais à cause de la lenteur, tu peux être quand même au moins. Parce que moi, le court terme, c'est moins de 12 mois. Moyen terme, c'est 12 mois, 5 ans. Le long terme, pour moi, c'est Plus de 5 ans? souvent, même, j'aime dire 10 ans et plus. Donc, court terme, on peut dire même que on peut dire que c'est entre 1 an et peut-être 10 ans. Parce que c'est quand même le moyen terme. Maintenant, le long terme, pour moi, c'est plus de 10 ans. Donc, le business model des mini-cités, c'est du court terme ou du moyen terme. Le business model de construction d'un immeuble, tout dépend du terrain que tu prends. Si tu prends un terrain qui est déjà dans une zone intéressante, où les gens déjà se projettent, tu peux faire ça en moyen terme. Si tu prends un terrain et tu te dis, je l'achète maintenant,
je vais attendre peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'ils prennent de la valeur, comme par exemple le terrain de Y4. On est en train de demander à nos acquéreurs de le prendre, mais on leur conseille d'attendre 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, il y a une ou deux personnes qui vont faire sa clôture. Mais Ouais. quand tu attends 5 ans et que tu as déjà aux alentours des villes, des immeubles, il y a une viabilisation qui est déjà faite. Tu as même peut-être du bitume. Ça fait que ton terrain peut plus intéresser un constructeur financier pour se projeter là-dessus. Et là, dans la discussion de la clé de répartition, tu auras plus d'arguments que si le terrain est dans une zone où le promoteur ne se projette peut-être pas autant. Donc, on est vraiment dans du court terme et du moyen terme et pas vraiment dans du long terme. Parce qu'un business model qui est sur du long terme, ça n'intéresse pas tout le monde, hein. Déjà, ici, l'espérance de vie en Côte d'Ivoire, c'est combien d'années? Donc, tu as acheté le terrain et puis c'est dans 25 ans, 30 ans, tu dois bouffer. Et C'est si tu grave. meurs avant? Franchement, Les enfants vont bénéficier. c'est pas tout le monde. Et si tu n'as pas enfant? Donc, tu as mouru cadeau. Ah Donc, bon. pour dire qu'on est plus en train de mettre en avant des business models court terme ou moyen terme. Pour ces genres d'investissement, mais quel genre de superficie serait plus intéressant? Pour les mini-cités, 600 mètres carrés. Pour moi, c'est le minimum syndical. Si vous tombez sur un site qui fait déjà 600 mètres carrés, c'est bon. Si vous tombez sur un terrain qu'on vous propose de 400 mètres carrés, pour faire une mini-cité, ça ne va pas le faire. À moins que vous propose deux terrains collés. S'il y a un de 400, un de 400 et que les deux sont collés, qu'ils soient collés de façon horizontale ou collés de façon verticale, ça peut le faire. Ça va vous faire 800 mètres carrés, sur lequel vous allez pouvoir faire peut-être 4 villas de 200 mètres carrés. Si on vous propose un terrain de 500 mètres carrés, ne prenez pas, sauf s'il y a un autre qui est à côté. Comme ça, vous avez 1000 mètres carrés en termes de superficie. Ça vous fera peut-être faire 5 villas de 200 mètres carrés ou peut-être 4 villas de 250 mètres carrés. Donc, en plus de la superficie, on doit aussi regarder le positionnement. Le positionnement. Et même que, arrivé un moment, lorsque vous commencez à être habitué aux mini-cités, souvent on vous propose un terrain même de 600 mètres carrés, mais vous ne validez pas parce que la forme du terrain n'est pas intéressante pour vous. Une Parce que, mini-cité. voilà, c'est-à-dire si les 600 mètres carrés, ok, on va essayer de schématiser ça. Parmi les formes géométriques, il y a le carré. Ouais. Et puis il y a le rectangle. Donc il y a ce qu'on appelle la longueur et la largeur. Si on vous propose un terrain de 600 mètres carrés qui est carré, ça voudrait dire que ça fait 600 divisé par 2, ça fait quoi? Normalement, 600 divisé par 2, ça fait 300. Mais comme c'est longueur fois largeur, ça ne va pas le faire. Ça voudra dire que 20 fois 20, ça fait 400. 25 fois 25, ça fait combien? 25 fois 25, vous qui êtes parti à l'école, faites fort. Je vous inquiète pas, il y a le temps qui est fort. Qui peut nous sauver? Ça va. Combien? 625. 625. 625, ok. Donc 25 fois 25, ça fait 625. Donc ça voudrait dire que ça sera peut-être, il faut faire 24 fois 24, ça fait combien? Ou 23 fois 23. 23 fois avec 3. 23 fois 23. Ça fait 529. 529, ouais. Et 24 fois 24, ça va faire peut-être 600. 600 et quelques. Ou 24. 576. Donc, ça voudra dire que le terrain va faire 24,5 fois 24,5. Ça veut dire largeur 24,5 et puis longueur 24,5. En général, ça ne va pas faire un très bon terrain pour une mini-cité. Pour une mini-cité, il faut que ce qui fait l'emprise sur la route soit plus large. C'est-à-dire, même si le terrain ne rentre pas comme ça, c'est-à-dire l'intérieur n'est pas trop profond, mais que l'entrée est large, c'est intéressant parce qu'on va devoir faire 3 entrées. Et si on a fait entrée garage et puis petite porte, entrée garage, petite porte, si c'est trop, c'est-à-dire si le terrain il est serré. voilà, mais il est profond, vous allez voir que ça va faire que les maisons seront trop profondes, mais pas intéressantes dans l'emprise de la route. Donc, à un certain moment, un 600 mètres carrés n'est pas un 600 mètres carrés. Parce qu'un 600 mètres carrés, c'est 20 fois 30. Ou c'est 30 fois 20. Vous voyez, 30 fois 20 ou 20 fois 30, c'est pas la même chose. Donc, arrivé à un certain moment, vous allez voir que même pour les 600 mètres carrés, vous allez bien regarder. Vous allez poser votre question à celui qui vous accompagne. Est-ce que sur ce 600 mètres carrés, on peut faire une... En général, c'est les terrains qui sont à l'angle où il n'y a pratiquement pas de débat. Parce que si on ne peut pas faire l'entrée par ce côté, on peut faire l'entrée peut-être par l'autre côté. Voilà. Mais arrivé à un certain moment, un 600 mètres carrés, ça peut le faire. Même si la forme n'est pas si intéressante, on peut... Nous, on a souvent tendance ces temps-ci, on peut créer comme ça une petite route, peut-être de 3 mètres ou de 4 mètres. Et puis maintenant, on va faire peut-être les villas comme ça. Donc, on trouve des moyens pour pouvoir faire quand même les 3 villas sur 600 mètres carrés. Donc, pour moi, c'est le minimum, 600 mètres carrés. Maintenant, pour une construction en immeuble, là, il n'y a pas vraiment de... Vous pouvez avoir un genre à partir de 400 mètres carrés, on peut faire un immeuble pas mal. Soit un 500 mètres carrés, soit un 600, soit un 700. Et ça peut le faire pour un immeuble. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi des différentes zones d'investissement. En plus d'Abidjan, on a parlé de Yamoussoukro, San Pedro,
Et ouais, c'est déjà ces deux-là. Tout à fait. Est-ce que Adiaké, Abouasso et Bonois Mhm. sont des zones aussi d'avenir? Parce que je ne vous ai pas entendu parler de... Oui, ce sont des zones d'avenir. La Côte d'Ivoire est un pays d'avenir. Adiaké a des arguments. Par exemple, Adiaké a des arguments différents que Bonois. Pour Adiaké, par exemple, parmi les arguments, c'est qu'il y a une ville nouvelle qui est projetée pour la zone d'Adiaké. Récemment, même, je pense qu'il y a quelques jours, la première dame a inauguré, Mme Oui, Dominique Ouattara, un centre pour les pour les femmes à femmes. Oui, oui. Adiaké. Donc, il y a plein de projets majeurs comme ça qui sont annoncés. Il faut savoir que, par exemple, il y a quelques années, Benjerville, aujourd'hui, tout le monde dit Benjerville, tout le monde trouve Benjerville sexy, sexy, sexy. Mais moi, j'ai connu Benjerville il y a très longtemps parce que j'ai fréquenté, je partais à l'école à Benjerville en 6e, 5e. C'était village, en fait. C'est la C'était brousse. la Brousse, de chez Brousse. Si on te disait, va à Benjerville, on te donne terrain de 2 millions, 3 millions, tu aurais dit non, je ne veux pas. Donc, les gens ne se projetaient pas à Benjerville. Et parmi les choses majeures qui ont fait que Benjerville a changé et qui a un grand intérêt, c'est la proximité de Benjerville avec l'eau. Il y a beaucoup de bordures lagunaires. Ouais. Parce que l'eau, euh, je suis content même qu'en Côte d'Ivoire, ça commence à le faire. Dans la plupart des pays normaux, les bordures d'eau sont prisées par les riches et les Les ultra blancs riches. surtout. Par les gens, ça fait luxe. Pied dans l'eau, pied dans la lagune. Mais avant ici, les gens voyaient l'eau comme un coin de dépotoir. Tu partais à, comment ça s'appelle, Blocos. Comment je partais souvent à Blocos il y a 15 ans. Je disais, mais attends, ils sont sérieux là, c'était du gaspillage. Mais aujourd'hui, les gens commencent à. Donc, une zone déjà qui a une bordure lagunaire, c'est une zone déjà qui a de l'avenir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à Diaké, il est prévu une sorte d'université, une sorte de résidence universitaire, c'est-à-dire une grande université avec autour des résidences universitaires. Donc, ça, c'est un argument. À côté de ça, Adiaké est coulé à Assini. L'eau même de Adiaké, là, si tu as ton petit bateau, que tu tournes à droite, là, tu tombes sur Assini. Donc, certains qui ne peuvent plus être à Assini, parce qu'Assini est quand même limité. Assini côté droit, c'est full. Oui, c'est fini. Assini côté gauche, ils ont commencé aussi à remplir ça. Donc, tu vas voir qu'arrivé à un moment, certaines personnes, par défaut, vont aller s'installer à Diaké. Avant-hier même, j'étais avec un grand boss qui est en train de me donner le nom d'un grand boss qui est en train de faire sa maison à Diaké en pied d'eau, même qu'il est en train de faire du remblayage, tout ça. Pour dire que les grands patrons commencent à s'installer à Diaké. Je pense même que l'un de nos grands patrons est maire de Adiaké, le DG du port, je crois, Ouais. port autonome d'Abidjan, M. Yensi. Pour dire qu'il y a déjà ça. À côté de ça, il y a l'autoroute annoncée, l'autoroute internationale Abidjan-Lagos, qui va passer d'Abidjan, connecter au Ghana, tout ça. Et vous allez voir que tout autour de cette autoroute, il y a beaucoup de pôles qui vont se développer. Et Adiaké est dans cette zone qui sera traversée par l'autoroute. Et récemment, ils ont fait l'autoroute qui relie aujourd'hui Abidjan à Assigny en passant par Mondoukou, Mouamé et compagnie. Et ça tombe pile poil au rond-point de Aswende. Quand tu prends à gauche, tu te retrouves à Diaké. Pour dire que Adiaké va forcément se développer. Donc, il y a des arguments. Ça ne veut pas dire. Parce que quand on dit un top 3, c'est pas parce que quand on cite par exemple les hommes les plus riches du monde, top 1, ils vont mettre Elon Musk. Top 2, ils vont mettre peut-être M. Bernard Arnault Oui. de LVMH. Top 3, ils vont mettre peut-être. Bill Gates, un truc comme ça. Non, Bill Gates, même, ça fait moi-même, il est dans le top 10. Non, imagine quand top 3, ils vont te mettre je ne sais qui. Mais celui qui est top 5 là, c'est pas dit qu'il n'est pas bon, hein. Il est beaucoup puissant, mais il faut un top 3. Donc, quand on met Abidjan, on met Yamsoko et qu'on met peut-être San Pedro, ça ne veut pas dire que Adiaké ou compagnie ne sont pas intéressants. Donc, il faut vraiment regarder les projets majeurs. Et il faut vraiment savoir que ce qui fait souvent la différence et qui rend les zones là très attractives, c'est les projets majeurs qui s'y implantent. Benjerville a bénéficié de la voirie. Quand la route a été faite de Benjerville jusqu'à Ebra, toute la zone de Benjerville, les zones comme Eloka, ont commencé à prendre une valeur incroyable. Donc, lorsque l'État projette de grands travaux, comme des routes, il faut être un peu attentif et savoir que ça va comme, je ne sais pas qui a dit cette phrase, la route précède le développement. Les grandes voiries, les grands projets de l'État, en général, sont des indicateurs pour les gens qui cherchent à se positionner sur les zones d'avenir. Donc, pour moi, à Diaké, c'est sûr que ça va exploser. Donc, moi, à mon avis, Bonois est en ce moment un peu en pause. Et cette pause-là va peut-être reprendre lorsque Bonois va être connecté à Benjerville par les projets prochains qu'ils annoncent, Motobé. À ce moment-là,
pas le Beaunois qu'on connaît, l'arrière de Beaunois va aussi devenir intéressant. Mais moi, aujourd'hui, en tant qu'investisseur, la zone de Beaunois, je constate que depuis 5 ans ou 10 ans, ou peut-être même un peu plus, c'est une zone qui prend de la valeur, même pas de façon exponentielle. Tu achètes aujourd'hui un terrain à 3 millions à Beaunois, tu ne peux pas dire que tu vas le vendre peut-être à 10 millions dans 2 ans, 3 ans. Par contre, les zones comme Yahoo, les autres comme Bassam sont en train de prendre cette valeur. Très vite. Et je sais que ça s'explique par le fait qu'il semble que Beaunois soit une zone qui soit très, très, très. Je ne sais même pas qui est le maire de Beaunois, qui est le député non plus de Beaunois, mais il semble que ce soit une zone qui soit mise un peu en pause pour beaucoup de raisons. Et quand tu es investisseur, il faut analyser toutes ces choses à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est ça, par exemple, en général. Et vous savez, quand vous êtes un investisseur, il faut raisonner vraiment comme quelqu'un qui investit et qui tient compte de tous les paramètres. En Côte d'Ivoire, chaque 5 ans, malheureusement, à cause des élections, on connaît toujours une sorte de vide. On ne sait pas ce qu'il y aura des troubles, de frayeur, tout ça. Bizarrement, c'est des moments qui sont souvent très intéressants pour l'immobilier. Vous allez voir qu'à la veille des élections, il y a souvent, l'année des élections en général, en début d'année, il y a une sorte de, c'est mou. C'est mou. Et puis, vous allez voir qu'il y a à 2 mois ou 3 mois des élections, ça commence à décoller. Ça s'explique comment? Parce qu'à un moment, il y a beaucoup d'argent qui va circuler en liquidité. Il y a des gens qui vont se dire, bon, on ne sait jamais, peut-être qu'on ne sera plus là, autant je vais commencer à sécuriser mes avoirs, tout ça. Et vous allez voir qu'il va y avoir une sorte de boom de l'immobilier. Et lorsque il y a des élections et qu'il y a un pouvoir qui est là, dans les 5 prochaines années, il faut aussi regarder les élections municipales et compagnie. Parce qu'en fonction de qui est maire, qui est député, vous allez voir que cette zone-là va bénéficier de. C'est dommage de le dire, mais c'est une réalité. Quand vous voyez, par exemple, comment Abobo a connu une sorte de mue, c'est parce qu'il y a eu un grand leadership du pouvoir en place à Abobo, en son temps avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko et compagnie, l'enfant d'Abobo. Donc, arrivé à un certain moment en Afrique, le développement est porté par la force publique, par le pouvoir public. Si aujourd'hui, il y a une volonté politique de faire, par exemple, de Beaunois ou de Yamoussoukro ou de Jeunesse, ou même de Kong ou de Béoumi, un endroit, un pôle industriel ou un pôle agro, je ne sais quoi, ils vont mettre les moyens, ils vont faire les voiries et les grands projets vont automatiquement développer la zone. Donc, quoi qu'on dise, l'aspect politique, quel est le pouvoir qui est en place, quel est le maire qui est là-bas, quel est le député qui est là-bas, quels sont les projets de l'État qui sont annoncés là-bas, je vous assure, ça joue sur l'investissement et l'attrait de cette zone. Et c'est une réalité. Et en tant qu'investisseur, il faut pouvoir regarder ça à froid et se projeter là-dessus. C'est dommage, mais c'est une réalité. C'est dommage, mais c'est une réalité. En Afrique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent c'est goudron qui fait terrain ou terrain c'est terrain? Ça dépend si tu raisonnes à court terme et à long terme. Parce que la vérité, goudron c'est l'homme. Hein. Non, goudron, c'est l'homme. Non, moi, il y a des zones là, avant qu'il y ait le goudron et puis après que le goudron soit venu, j'ai vu la différence. Donc, la vérité, goudron, c'est l'homme. Mais quand tu raisonnes en mode long terme, et souvent les gens qui font le choix de terrain, c'est terrain, goudron finit par leur donner raison. C'est un papa. Je pense même qu'il est très proche du notaire que vous avez invité récemment. C'est un papa, je pense qu'il est expert comptable. Donc, les experts comptables, en son temps, ça gagne beaucoup d'argent et tout. Et il prenait une bonne partie de son argent pour acheter des terrains en son temps à Benjerville, où Benjerville était un village digne d'une brousse. Il avait fait une plantation de palmiers. Donc, il gagnait de l'argent parce que le palmier, ça rapporte quand même de l'argent. Mais ça ne pouvait pas rapporter comme en ce moment ça lui rapporte. Et des années après, quand la route Benjerville-Hébra est tracée, ça vient diviser ses champs en deux. Donc, il y a une partie de son terrain qui se retrouve à droite de la route. On va dire la route coupe même une partie de son terrain, mais ce n'est pas grave. Tu n'as pas pleuré pour ce que ça coupe par rapport à ce que ça te donne. Et à gauche, tu te retrouves avec des hectares. Donc, le papa fait ses ACD. Ses ACD sortent ses eaux. Il a plus de, est-ce que c'est pas 20 hectares ou 30 hectares avec ACD en plein Benjerville, dans une zone où tout autour, il commence à avoir des projets immobiliers. Donc, il y a 3 ans, on nous approche et tout, voilà, le papa, voilà le projet qu'il veut faire. D'abord, il voulait vendre tel nombre, le prix, le mètre carré, tout ça, tout ça. Et puis, je travaille avec Maître, on travaille là-dessus, tout. Et finalement, il décide même, au lieu de vendre, d'aller sur une sorte de projet immobilier.
Et derrière, je le salue au passage, Maître Yaya Diallo qui fait ce qu'on appelle la cité des élus. Des élus. Donc À aujourd'hui, Bergerville, là. ils vendent, je pense, le terrain, j'ai l'impression, à 100 000 100 mètres 000 francs carrés. le mètre carré. Donc, C'est pour le papa en question? c'est le papa en question à la base qui avait les terrains. Donc peut-être qu'il leur a vendu ou peut-être que des gens. Mais en tout cas, à la base, moi je sais que le terrain là, c'était pour le tonton en question. Donc imagine le tonton, quand il partait acheter à l'époque, il y a peut-être 20 ans, 25 ans les terrains. Il ne raisonnait pas pour dire c'est Goudron qui fait terrain. Il raisonnait pour dire terrain n'est jamais loin. Mais aujourd'hui, son terrain qui était loin n'est plus loin. N'est plus loin parce que Goudron est venu lui donner raison. Donc aujourd'hui, c'est forcément des milliards qu'il va tirer de cet investissement. Et je suis sûr et certain qu'en son temps, même si on parle sur 20 hectares, je suis sûr qu'il a dû acheter maximum l'hectare à 1 million. Maximum 1 million. Même si c'est trop, c'est 2 millions l'hectare. Donc tu t'imagines, et surtout qu'il achetait ça chaque année, il achetait 2 hectares, 3 hectares, 1 hectare. Donc pour dire, voilà un peu comment vous pouvez faire des choix, même lointains. Mais comme je dis, ça, c'est pas une histoire de 1 an, 2 ans, 3 ans. Et le papa, quand il nous expliquait ça, ça vaut 20 ans et quelques en arrière. Peut-être même 30 ans. Donc, souvent, il faut faire ce type de choix parce qu'au final, le terrain n'est jamais long. Pour vous qui avez assez de clients, comment vos clients investisseurs, généralement, ils investissent dans les projets immobiliers, soit à fonds propres, soit par des prêts bancaires ou bien des tontines immobilières? J'ai presque tous les profils. Ça dépend souvent. Soit c'est des néo-investisseurs, soit c'est des gros investisseurs. Ce que je remarque, et là, je vais essayer qu'on s'entende bien sur ce qu'on appelle l'investisseur. Pour moi, un investisseur, c'est pas quelqu'un qui vient peut-être prendre un crédit pour acheter sa maison qu'il va habiter. Pour moi, ça, c'est pas un investisseur. C'est juste quelqu'un qui achète sa maison. Les investisseurs, c'est vraiment des gens qui ont envie de faire des placements, qui ont envie de profiter du business de l'immobilier, etc. Donc, dès lors qu'on est d'accord sur cette définition, il y a les néo-investisseurs, c'est-à-dire les gens qui sont à leur premier investissement, à leur deuxième investissement. Et puis, il y a vraiment les investisseurs. Les gros investisseurs, arrivé à un certain moment, ils commencent à aller en fonds propres parce qu'ils ont suffisamment la capacité de pouvoir soit utiliser leur terrain comme levier, ou soit souvent se mettre ensemble pour aller sur de gros investissements. Les néo-investisseurs, en général, ils n'utilisent pas, ils vont aussi avec leurs fonds propres. La plupart du temps, c'est lorsque vous êtes dans l'intermédiaire, c'est-à-dire entre peut-être après 1 ou 2 investissements, vous voyez que peut-être votre cash n'est plus suffisant, mais encore des effets intéressants. Là, maintenant, vous allez commencer à chercher à prendre les leviers. Donc, j'ai aussi des clients qui utilisent le levier bancaire pour faire des investissements. Mais arrivé à un certain moment, les gros investisseurs, ils partent soit en fonds propres, soit en cédant une partie de leur patrimoine. Par exemple, tu as un terrain de 3000 mètres carrés quelque part, tu le vends, tu prends une partie de l'argent, tu fais sur telle chose. À un certain moment, ils commencent à jouer à ce jeu parce que leur patrimoine qui se sont bâtis dans le temps leur permet de jouer à ce jeu. C'est-à-dire, tu peux vendre ça pour acheter telle autre chose. Ou bien tu vends ça, tu prends pour construire telle chose. Sur ça que tu construis, tu vends, tu as telle marge. Donc, à un certain moment, tes avoirs te permettent de jouer à un jeu beaucoup plus grand. Donc, on a à peu près tous les profils. Les néo-investisseurs, en général, pour son premier investissement, on ne va pas aller prendre un crédit bancaire. La plupart du temps, tu vas commencer avec tes fonds propres. À un moment, quand tous tes fonds propres sont brûlés et que tu vois qu'il y a encore des investissements, tu vas commencer peut-être à chercher à utiliser le levier bancaire. Mais la plupart du temps, quand tu commences à être un vrai investisseur, je ne vais pas dire que tu n'as plus besoin de la banque, mais tu commences à te passer de la banque. Voilà un peu en général le parcours qu'on fait. Sans banque, à un moment avec la banque, à un moment même, la banque même te veut, mais tu as la capacité quand même de te passer un peu d'eux. Et puis, tu es dans un cercle qui te permet d'avoir accès à des fonds, de lever des fonds, de pouvoir utiliser 2 ou 3 personnes qui ont suffisamment de cash. Vous allez ensemble sur des choses beaucoup plus, des choses ambitieuses, quoi. À Abidjan, ceux qui ont assez de cash, on les appelle les débouts. Ouais, c'est ça, les débouts. Mais c'est bizarre, mais il y a beaucoup de débouts qui n'ont pas de cash. Non, pourquoi on les appelle debout? Justement, c'est très paradoxal. Je vais vous aider à comprendre ça. Le cash, déjà, c'est l'accès, c'est-à-dire la liquidité, là. Tu as ça comme ça. Il y a des gens, on a des patrons, là, quand tu vas chez eux, là, c'est là comme ça. Ça, c'est le cash. Il y a des personnes qui sont riches par leur entreprise ou par leurs investissements. Je prends un exemple simple. Imaginons, mon papa Diago, il est très riche et je sais aussi qu'il est très debout, il est très cash. Supposons par exemple le numéro 2 de NCA.
peut-être que vous ne connaissez même pas son nom, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent à cause de ses parts dans NCA. Ou supposons même, prenons le cas peut-être même de NCA ou de quelqu'un qui a un grand groupe qui est très valorisé. En général, quand on dit que tu es le plus riche du monde, par exemple, voilà, avant de vous donner l'exemple sur la Côte d'Ivoire, prenons l'exemple du président Trump. Il y a quelques mois avant son élection, quand il avait les déboires judiciaires, il y a l'un des juges là qui avait souhaité qu'il paye une sorte de caution. Je sais pas, il devait payer, je sais pas, 700 millions de dollars. En tout cas, c'était un certain montant qu'il devait payer en caution. Et il y a eu pendant presque une semaine les journaux qui étaient en train de dire, ah voilà, on existe à Trump et Trump n'a pas assez de cash pour payer. Et les gens étaient choqués parce que Trump, c'est un grand milliardaire. C'est là la différence entre être riche et puis être cash. Parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas suffisamment de cash pour pouvoir payer le cash qu'on lui demandait. Pourtant, s'il décide de vendre ses actions, de vendre ses actifs, tu vas voir qu'il a la fortune. Parce que, par exemple, la Trump Tower, avec tous les actifs qu'il a, s'il décide de les vendre, parce que quand on fait ton patrimoine, là, on compte ça dedans. Par exemple, la Trump Tower, tu as construit une tour de près de 80 étages. On sait que si tu décides de vendre ça, là, c'est peut-être 3 milliards de dollars. Donc, on considère que dans ta fortune, là, il y a 3 milliards de dollars. Mais tu peux avoir dans ton compte bancaire à l'instant T peut-être 100 millions de francs CFA. Maintenant, on te demande 500 millions de cash. Pour avoir 500 millions de cash, tu dois céder soit tes actions, soit une partie de tes biens. Oui. C'est la différence entre être riche et puis être cash. Je ne sais pas si tu vois. Donc, il y a des personnes qui sont debout par leurs avoirs, par leurs investissements. Mais si tout de suite tu lui demandes de faire sortir 1 milliard cash, il ne les a pas. Par contre, il y a des gens là, ils ont le cash, mais ils ne sont peut-être pas debout comme lui. Je ne sais pas si tu vois un peu la nuance. Donc, ce même raisonnement-là, tu vas voir qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a beaucoup de gens qui sont très riches parce qu'ils ont créé des entreprises qui sont valorisées ou qui sont actionnaires majoritaires, où ils ont une certaine part dans le capital d'entreprise. Donc, ça fait que la valeur de ça fait de lui quelqu'un de debout. Ouais. Mais si tout de suite, parmi les grands patrons là, moi je connais ceux qui sont très cachés, qui ne sont pas cachés. Il y en a là, oh là là, ça dort chez eux. C'est-à-dire, non, il y a un, mais il ne veut pas citer son nom. Dimanche même, on parlait de lui, on était à un déjeuner là, en train de dire comment il venait de faire récemment une opération où il a acheté 700 millions, une petite villa. On dit, il a payé ça en 3 jours. Le tonton là, il est. Non, oh, beaucoup cash. Non seulement il est debout, il est très cash. Non, lui, il est suspendu. Mais il y a beaucoup de debout que moi je connais qui ne sont pas cash. C'est-à-dire, pour avoir 500 millions de francs CFA, il faut qu'ils conjuguent. Alors qu'il y en a là. Et surtout, les tontons, les vieux du là, eux-mêmes, ils ont une affection pour le cash même. C'est-à-dire, eux-mêmes, là, ils aiment que ça dorme chez eux. Ils n'aiment pas déposer l'argent à la banque. Voilà. Et vous allez voir que souvent, il y a certains commerçants, il y a des gens qui sont dans des business cash. Il y a des business même qui sont cash. Par exemple, tu as une station d'essence, tu as des citernes, tu as des camions. Ça, c'est de l'argent même où on vient faire versement comme ça. Moi, j'ai des clients comme ça. D'ailleurs, on vient faire les versements comme ça. Et puis, souvent, on fait les versements même à la banque. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises qui ne leur donnent pas du cash. C'est-à-dire, c'est des entreprises où on paye à la banque, on fait virement, des choses comme ça. Donc, le cash même, là, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Donc, il y a une vraie différence entre être cash et puis être riche. Il y a des gens qui sont cash, qui sont plus cash, mais moins debout que certains qui sont plus debout que, mais qui ont moins de cash. Ça, c'est vraiment une chose à comprendre. Donc, pour dire que si tu es quelqu'un de très cash, ça te permet de faire certaines choses. Et en général, dans l'immobilier, il faut être cash souvent pour pouvoir saisir des opportunités. Parce qu'il y a des personnes, souvent, ils sont là. Et vous allez voir à l'approche des élections, il y a des gens qui s'occurront là, qui vont, et je ne le souhaite pas, je touche du bois, je sais que ça va bien se passer. Souvent, même quand il y a des crises, après les élections, les choses comme ça, les gens souvent de l'ancien régime, ils bradent certaines choses qu'ils avaient. On l'a vécu en 2010, où je connais beaucoup de gens qui ont acheté des trucs parce que les anciennes personnes du pouvoir avaient des problèmes, ils devaient quitter le pays ou bien ils ont quitté le pays, ça devient difficile, on a gelé leur compte. Donc, ils étaient obligés de brader des choses à des gens qui étaient cash. C'est-à-dire peut-être quelqu'un, il avait une maison qui vaut 100 millions, mais il est tellement coincé, il a besoin de 60 millions. Même si tu dis, je te donne 30 millions maintenant et puis 30 millions après, il va dire envoie. Vous voyez, vous dites que souvent avoir le cash vous permet de saisir des opportunités. C'est très important d'avoir du cash. Est-ce que les banques ivoiriennes sont ouvertes à financer l'investissement immobilier? Beaucoup. Elles sont totalement ouvertes parce que l'investissement immobilier, ça a quelque chose de particulier, c'est que c'est un peu assorti à des garanties. Ça permet de donner aussi la réponse sur les conditions. En règle générale, les banques, contrairement à ce qu'on pense, les banques prêtent. On peut leur faire le procès pour dire qu'ils ne prêtent qu'aux riches ou tout ce que vous voulez, mais en fait, la banque
n'est pas propriétaire de l'argent qu'il prête. Donc, ils ont des actionnaires, ils ont la banque centrale qui les contrôle et ils ont des déposants. C'est-à-dire quand tu dois investir ton argent dans ton compte d'épargne. Donc, ils ont une obligation de résultat avec l'argent qu'ils prêtent. Et ils ont une obligation de prêter. Parce que s'ils ne prêtent pas, l'argent ne va pas produire des bébés, ils ne vont pas avoir des intérêts et ils ne pourront pas fonctionner. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, les banques aiment prêter. Le problème avec la banque, c'est qu'ils ne veulent pas prêter à n'importe qui. Donc, il faut qu'ils s'assurent que tu remplisses leurs conditions. En général, pour les prêts immobiliers, ils aiment beaucoup les garanties. Parmi les garanties qu'ils affectionnent particulièrement, c'est les titres fonciers et puis les ACD. Si tu as déjà des ACD, tu as des maisons, tu as des terrains avec ACD, tu es éligible pour un emprunt bancaire. Après, ça dépend de la période à laquelle tu veux rembourser et ça dépend du montant que tu souhaites. En règle générale, après aussi, même, ils ont des packages pour les entreprises immobilières ou je dis aujourd'hui, un promoteur immobilier, il a accès à un niveau de crédit bancaire différent d'un particulier qui veut juste acheter pour consommer. Et donc, dès lors, ils vont souvent demander, on va prendre 3 profils classiques qui ont accès à des crédits bancaires. Je sais que vous avez déjà eu ici une spécialiste des crédits bancaires, donc je vais juste donner des trucs un peu plus pratiques dans des langages différents. Par exemple, supposons tu travailles, tu es fonctionnaire, tu es salarié dans le public ou le privé, et tu as besoin d'un crédit pour pouvoir acheter une maison ou acheter un terrain ou quoi que ce soit. La banque met en place souvent des prêts immobiliers. Voilà par exemple les conditions qu'ils vont te demander. La première chose déjà, ils vont chercher à savoir quel est le montant que tu veux. Ils vont regarder le montant que tu veux par rapport à ce qu'on appelle ta capacité, si tu veux ta capacité d'emprunt, même ton profil. Parce que c'est lié à ce qu'on appelle la quotité cessible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'UMOA, on n'a pas une banque n'a pas le droit d'endetter une personne à un certain niveau sur ce que cette personne gagne par mois. Ça veut dire que si tu gagnes 500 000, tu ne peux pas prendre un prêt où tu dois rembourser plus de 30% de tes 500 000. 30% de 500 000, disons que ça fait 150 000, je pense que c'est 33%. Donc, supposons que tu as 500 000 par mois, tu peux prendre un prêt bancaire, mais tu ne dois pas rembourser 200 000 par mois. Parce que si la banque t'endette à 200 000 par mois, ils n'ont pas respecté ce principe. Donc, dès lors, si tu veux prendre un prêt de 5 millions, où tu vas rembourser 150 000 par mois avec les intérêts, si ça rentre peut-être dans une tranche de 10 ans ou de 15 ans, la banque peut t'accorder ce prêt. Donc, parmi les conditions, vérifier ta quotité cessible. Et deuxième chose, ils vont demander à ce que ton salaire ou ton revenu soit domicilié dans leur compte. Si c'est le cas, tu vas passer à la commission de crédit. Il y a beaucoup de chances qu'on valide ta demande de crédit. La deuxième chose, c'est que tu veux acheter, par exemple, un bien. Là encore, ils vont faire toutes les mêmes vérifications, mais ils vont pouvoir peut-être c'est comme une sorte d'hypothèque. C'est-à-dire, tu achètes une maison avec une promotion immobilière. C'est comme si c'est la banque qui achète. Toi, tu payes. Au bout de 15 ans, 20 ans, quand tu finis de payer, tu peux jouir maintenant de la maison. Donc, tu as acheté sous hypothèque. Donc, tu as acheté via la banque, mais la banque ne te rend pas propriétaire jusqu'à ce que tu aies fini de payer le crédit. Là encore, en fonction de ton profil, de ce que tu gagnes par mois, tu risques d'être éligible. Troisième autre chose aussi, c'est que tu peux être un propriétaire déjà qui génère des revenus locatifs. La banque peut se servir de tes loyers pour épurer la dette. Alors souvent, ils peuvent aller jusqu'à 100 millions, 150 millions. Des banques même vont jusqu'à 150 millions facilement. Et souvent, ils peuvent te demander d'apporter, par exemple, en hypothèque, ta maison existante déjà. Ce n'est pas comme si tu veux faire une hypothèque pour acheter quelque chose. Hein. Tu as déjà une maison qui t'appartient ou un terrain qui t'appartient de 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés avec ACD. Tu apportes ça. On te fait une hypothèque sur ton bien et on te donne maintenant le montant que tu peux rembourser. Soit on ponctionne ça sur tes revenus, sur ton salaire, ou soit si par exemple tu génères des revenus locatifs, tu peux utiliser ton revenu locatif pour rembourser les traites mensuelles. Et à côté de ça, tu as tous les prêts qui sont faits pour les professionnels, pour les promoteurs immobiliers. Là, on peut te mettre une ligne de crédit. Tu vas mettre, bien sûr, en garantie des terrains ou des biens que tu as. Et les banques prêtent. Franchement, les banques prêtent beaucoup plus qu'on ne le pense parce que c'est leur job. Une banque qui ne prête pas va faire faillite, mais ils ne veulent juste pas prêter à n'importe qui. Donc, il faut juste s'assurer d'être finançable, bénéficier des prêts bancaires. Moi, j'en ai jamais pris, mais je sais que je suis éligible et je pense que sur un projet qui me tient à cœur et que je vois que c'est intéressant pour moi d'aller avec la banque, j'irai avec la banque. Je n'ai pas de problème avec ça.
Je pense que dans l'un des rendez-vous du mardi, on avait beaucoup parlé du principe bancaire parce que c'est quelque chose qui est sensible. Mhm. C'est sensible parce que dans certaines religions, le crédit bancaire ou le prêt à intérêt est proscrit. Donc, dès lors, certains ne sont pas à l'aise avec. Mais Dieu merci, certains quand même comprennent et certains le font. Dans la finance islamique, en Côte d'Ivoire, la finance islamique n'est pas si développée que ça. Donc, mais je connais quand même beaucoup de musulmans. Je connais même des musulmans qui sont à la tête de banque. Je dis qu'arrivé à un certain moment, les gens raisonnent autrement et de plus en plus de personnes utilisent quand même le prêt immobilier qui reste quand même un levier pour devenir propriétaire ou pour profiter de l'immobilier. Après, il ne faut pas caricaturer, hein, les gens, leurs convictions. Si dans ta compréhension de ta religion, Ça ne te tu permet trouves pas. que tu ne le fais pas. Ouais. Pour ceux aussi qui ont une autre interprétation, qui sont éligibles, on les encourage à en prendre. Et quel est le taux de rentabilité moyen d'un investissement immobilier bien mené en Côte d'Ivoire? Bien mené, je pense qu'on va déjà regarder ce qu'on trouve en moyenne. En moyenne, pour moi, un investissement bien mené aujourd'hui en Côte d'Ivoire serait un investissement où vous avez un retour, c'est-à-dire vous récupérez votre capital. Après, la question telle qu'elle est posée, je vais l'orienter vers si jamais vous décidez d'acheter un bien pour le mettre en location, c'est-à-dire en termes de revenus locatifs. Pour moi, il faut regarder après combien d'années vous retrouvez votre capital. Si vous retrouvez votre capital, en général, après 16 ans, 17 ans, vous êtes sur un revenu, si vous êtes sur un investissement qui est plus ou moins bien mené. Au-delà de 16, 17 ans, 18, 19, 20, et on en trouve même souvent des 23, je trouve que vous aurez pu faire mieux de votre argent. Si vous êtes en dessous de 16 ans, c'est-à-dire au bout de 12 ans, 13 ans, vous avez votre retour sur investissement, ou même 11 ans, ou 10 ans, là, vous avez fait quelque chose de très, 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 très fort. Moi, dans mon petit parcours dans le domaine de l'immobilier, avec tous mes clients que j'accompagne, avec tous les trucs qu'on a réussi à faire, le plus beaucoup, c'était un retour sur investissement sur 9 ans et demi. C'était le plus beaucoup. Je ne sais pas si c'est possible d'être En dessous. en dessous. Avec certains clients, on s'apprête à tester quelque chose. Et d'ailleurs, même c'est à l'un des membres du club que j'ai donné le marché. Je pense que j'en avais parlé, que je voulais tester le business model. Donc, on va tester. Et si c'est bon, on va commencer à en parler. Parce que moi, j'aime tester les choses, faire d'abord avant de conseiller des gens à le faire. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle les cours communes. En général, c'est péjoratif. On se dit cours communes, c'est des petits trucs. Donc, je me suis imaginé faire un business model basé sur des appartements en bande. Moi, j'ai préféré les appeler comme ça. Parce que quand tu construis en bande, niveau R, tu ne fais pas un R plus 1, les coûts de construction sont bas. Parce que couler dalles, tout ça, c'est un peu élevé. Donc, dans mes calculs, je me suis dit, si on construit quelque chose en bande, avec des appartements, une chambre-salon, avec un standing correct, dans une zone où on peut louer facilement entre 100 000 et 130 000, le coût de construction pourrait être optimisé. Et on a fait les simulations, je lui ai demandé de me faire sortir les plans. Il m'a fait sortir un plan de 8 appartements en bande. C'est-à-dire, il y a 4 sur le côté gauche, 4 sur le côté droit, avec parking même à l'entrée, bien intéressant, sur un terrain de 520 mètres carrés à Bassam. Le coût de construction, on est à 80 millions. Les revenus locatifs attendus, je compte les mettre en location à 100 000, 100 000, 100 000. On va peut-être mettre 120 000 pour tester, mais je me dis que ça peut sortir facilement à 100 000. Donc, 80 millions pour tout construire, tout. Revenu locatif, 100 000 fois 8, ça fait 800 000. Ça voudrait dire quoi? Si on part sur 800 000 fois 12, tu vas peut-être m'aider. 800 000 fois 12, c'est-à-dire les 8 potes te font 800 000 francs par mois. 800 000 fois 12, ça fait combien? Ça fait 9 600 000. 9 600 000. Si tu divises 80 millions, l'investissement, divisé par le revenu locatif, 9 600 000, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 8,33. C'est un coût intéressant parce que c'est un peu comme si tu as ton retour sur investissement en 8 ans. Maintenant, beaucoup de gens qui sont très experts comme moi vont dire, mais attention, tu prends 100 000 francs de loyer, mais tu payes les impôts. Les impôts, c'est 12% sur les revenus locatifs. Tu peux même dire que tu vas donner ça à une agence pour gérer, donc ça baisse. Mais quand j'ai fait mes simulations, même en tenant compte des impôts,
en confiant ça À une à une agence. agence, je me retrouve à moins de 10 ans. Et sachant que la zone est une zone qui va prendre de la valeur et que dans 3 ans, je Faut peux augmenter le augmenter les loyer. loyers, passer de 100 000 à 120 ou à 125, parce que la loi permet 20% d'augmentation sur 3 ans. Donc, ça veut dire dans 3 ans, je peux passer de 100 000 francs le loyer à 120 000 francs le loyer. Quand j'ai fait mes simulations, je me retrouve avec tous les autres frais, les autres charges réelles, je me retrouve quand même à du 9 ans. Donc, 8 ans et quelques 9 ans. Donc, pour dire que c'est quelque chose qu'on va expérimenter d'ici. Là, on est en quoi? On est en avril. Avril. Je lui ai dit, parce qu'on est sur un autre truc avec un autre de mes clients, qu'on doit démarrer la pose de la première pierre en juin. Donc, je lui ai dit au plus tard juillet, sous réserve que nous ne soyons pas dans une crise préélectorale, parce que ça va nous saouler. Sous réserve de ça, on va faire la première pierre en juillet. Et je lui ai dit qu'on va construire d'abord le côté gauche. Parce que les 80 millions, c'est beaucoup d'argent par rapport à d'autres engagements qu'on a avec nos clients. Donc, on va faire la partie gauche, on va faire 4 et certainement après 1 mois ou 2 mois, on va faire les 2 autres. Mais déjà, les 4 seront mis en location. Donc, pour dire qu'il y aura un léger différé entre la génération des revenus des 4 premiers et la génération des revenus locatifs des 4 derniers. Mais quoi qu'on dise avec tous les montages que je suis en train de faire, ça reste quelque chose de très intéressant. Et je sais qu'arrivé à un certain moment, on va pouvoir implémenter ça dans des zones pour pouvoir avoir des trucs encore plus intéressants. Parce que là-bas, j'ai voulu qu'on ait un standing assez intéressant parce que c'est une phase de test, mais il est possible même de réduire même le coût de construction pour être autour de 60, 70 millions, mais faire quelque chose de très sérieux. Après, quand vous regardez le coût d'acquisition du terrain, si le terrain vous a coûté 10 millions et que vous construisez quelque chose de 70 millions dessus, franchement, ça reste très intéressant. Et je pense que c'est un business model qui peut permettre à des gens d'avoir des retours sur investissement de leur capital en moins de 10 ans, ce qui est un exploit. Parce que vous regardez la plupart des investissements qui se font, la moyenne, c'est même pas la bonne note. Parce que la bonne note pour moi, c'est 16 ans, 17 ans. Mais même la plupart que je vois souvent sur le marché, c'est des 18, 19 ans, ou même souvent des gens qui vont sur 23 ans avant de retrouver leur capital initial. Pour moi, ce n'est pas de bons investissements. Moi, je ne conseillerais pas quelqu'un, à moins que ce soit d'autres circonstances, par exemple, quelqu'un qui a peut-être 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, il veut juste générer des revenus locatifs, il ne veut pas s'emmerder, je vais dire, OK, achetons ou bien construisons un immeuble tel, allez-y, vous allez générer un revenu, même s'il s'en fout, même si c'est au bout de 24 ans, 25 ans, il s'en fout. Lui, il veut juste générer des revenus locatifs. À ce moment-là, je peux valider. Mais sinon, un client qui me demande mon conseil, mon assistance, je vais vraiment essayer de mettre en place pour lui quelque chose autour de 16 ans, 17 ans pour avoir au moins la note qui pour moi est acceptable. D'accord. Et quels sont les principaux risques auxquels un investisseur immobilier doit faire face en Côte d'Ivoire? Ou c'est devenu beaucoup, hein. Je pense qu'avant, il suffisait juste de faire des vérifications et compagnie, mais aujourd'hui, la crise récente, et même, on va dire, beaucoup d'Ivoiriens ont découvert en janvier, février que le domaine de l'immobilier était dangereux. Mais vous, par exemple, vous savez, pour être dedans avec nous, que c'est il y a longtemps, c'est dangereux. Hein? Donc, les gens, ils ont découvert ça récemment. Nous, on souffre il y a longtemps. Pour dire que les risques majeurs, c'est les litiges. Okay. Là, on ne parle pas des arnaques, parce que les arnaques, par la grâce de Dieu, vous pouvez les éviter en faisant plus attention, en faisant des vérifications et toutes ces choses, en faisant accompagner par des professionnels. En vous faisant accompagner par des professionnels, commissaires de justice, notaires, pour faire des vérifications pointues, vous pouvez éviter les arnaques. Sauf les arnaques bien menées. Peut-être qu'après, je dirais un mot sur 2 arnaques auxquelles moi-même, je n'ai pas pu échapper. Par contre, les litiges, souvent, ne dépendent pas ou ne sont pas perspectives dans la vérification. Le plus gros dossier où j'ai été confronté à un litige, c'est un terrain avec ACD Global où on a fait la vérification. Il n'y avait aucun problème. Toutes les investigations nous ont montré qu'il n'y avait aucun souci. On a acheté devant un notaire, on s'est acquitté de tout, on a suivi toutes les procédures à la lettre. Et c'est pendant la mutation foncière qu'un litige est survenu, c'est-à-dire après l'achat. C'est-à-dire au moment de l'achat, il n'y avait pas de litige. Et le litige est survenu plus tard. Certaines personnes, et j'ouvre une petite parenthèse. Aujourd'hui, on a un cas qui défraie la chronique, le cas M. Comé contre plusieurs plaignants. Il semble, d'après les investigations de M. Assalé, je ne suis pas allé en profondeur, je ne suis pas journaliste d'investigation ni juge,
qu'il semble qu'il y ait plusieurs terrains qui soient concernés dans cette histoire. Plus de 200 et quelques terrains. Imaginons que les 250 terrains-là, il y ait 200 et quelques acquéreurs différents. Ils ont acheté des terrains peut-être il y a plus de 4 ans, 5 ans, 10 ans pour certains. Certains même, peut-être, ils ont acheté, ils ont revendu à une autre personne. Celui maintenant qui a acheté a vendu à une autre personne qui a peut-être maintenant construit. Donc, imagine, tu as acheté un terrain en 2023 avec un monsieur X, monsieur Kwame. Tu as acheté, tu as fait les vérifications, il n'y avait pas de problème sur l'ACD. L'état foncier montre que monsieur Kwame avait acheté ça à un certain monsieur Seri. Que monsieur Seri avait acheté ça à un certain monsieur Abiola. Donc, tu vois l'état foncier, il n'y a pas de problème. Tu achètes, tu construis ta maison. Le cas de monsieur Kwame survient. Supposons qu'il parte au tribunal et que le tribunal dit qu'il a fait du faux et qu'on annule, parce qu'on dit que le faux ne donne pas de droit, et qu'on annule tous les ACD qui à l'origine étaient dans le lot litigieux. Ça veut dire que ton ACD va être cassé. Donc tu te retrouves du jour au lendemain, alors que tu as fini de construire ta maison 5 ans après, ou 2 ans après, on te dit que le terrain sur lequel tu as construit ta maison là, il est litigieux, il faut que tu tu détruises ta maison. En général, on ne te demande pas de détruire ta maison. Il faut, en général, dans les négociations, tu dois payer le terrain au vrai propriétaire. Tu payes 2 fois. Donc, imagine qu'aujourd'hui, le terrain dans la zone niveau 100 millions. Le propriétaire du vrai propriétaire te dit, je ne suis pas méchant, je ne vais pas détruire ta maison, mais c'est mon terrain, au moins tu me le payes. Tu n'as pas 100 millions. Ah, pardon, je vais te donner peut-être 20 millions, je vais te faire un moratoire, je vais payer peut-être sur 2 ans, 3 ans. Même s'il est de bonne foi, il accepte. Voilà comment tu te retrouves à payer 2 fois un terrain sur lequel tu avais déjà payé. Ou même, tu ne peux pas payer, tu veux faire le bras de fer, en tant que c'est le gars qui a raison, il vient, il rase ta maison. Donc, le risque pour un terrain, c'est un litige. Et en général, un litige peut survenir après que vous ayez acheté ou après que vous soyez en jouissance. C'est pour cela qu'il est très important que les réformes actuelles permettent de sécuriser le foncier. Sinon, on sera vraiment en danger. Pour dire qu'il n'y a aucun conseil qu'on peut te donner qui peut te mettre à l'abri d'un litige si les lois ne renforcent pas la sécurité foncière. Ça veut dire que tu peux prendre, toi seul, tu as 3 notaires qui font vérification. Toi seul, tu as 3 huissiers de justice. Toi seul, tu as 4 avocats. Eux, tous qui ont fini de faire tout. Toi seul, tu connais 2 personnes au ministère. Ils vont faire tous la même conclusion. Il n'y a pas de problème, tu peux t'engager. Tu t'engages devant le notaire. Tu filmes même la transaction en direct, même tu fais sur live Facebook. Tout le monde voit. Mais si demain surgit un litige, toutes les précautions que tu aurais prises n'auront servi à rien. Pour dire qu'au-delà de tout ce que tu peux faire toi-même, il faut qu'il y ait vraiment un sérieux travail qui soit fait au niveau du ministère de la Construction et au niveau du ministère de la Justice. Sinon, on aura encore des problèmes. Et je pense qu'avec les réformes sur l'ADU, il va sécuriser un peu plus le domaine des terrains villageois. Avec les réformes sur l'ACD, qu'on ne peut plus attaquer. Moi, je suis d'accord qu'on ne puisse pas attaquer un ACD après une certaine période. Sinon, on croule vers on va faire écrouler le système. Ouais. Il faut s'assurer que ça soit bien délivré. Mais une fois que c'est délivré, là, il faut que la responsabilité soit à celui qui a fait la délivrance. Mais qu'on ne puisse plus attaquer celui qui a reçu un ACD original. Moi, je suis pour cette mesure. Parce que si beaucoup de gens ne comprennent pas, parce qu'on se dit quoi? Mais s'ils ont fait du faux pour avoir l'ACD, il faut qu'on puisse l'annuler. Mais si on ne peut annuler un ACD, on va se retrouver vraiment dans des problèmes. Tout le monde va vouloir attaquer. Tout le monde. Donc, ce qu'il faut, c'est que le ministère s'assure. Parce que l'ACD est signé soit au niveau d'Abidjan par monsieur le ministre lui-même. Bon, maintenant, ils ont fait des signatures digitalisées, mais le process fait que c'est seulement monsieur le ministre, après un certain nombre de validations, qui appose sa signature, ou dans les zones à l'intérieur du pays par le préfet de région. Donc, il faut qu'on s'assure que dans le procès de délivrance d'ACD, là, quand la signature de monsieur le ministre apparaît, ou la signature de monsieur le préfet apparaît, après 1 mois ou après 60 jours, ce ne soit plus possible d'attaquer la CD. Ça voudrait dire quoi dans la pratique? Si toi aujourd'hui tu rencontres quelqu'un qui veut vendre son terrain, si le terrain ou la CD a plus de 2 mois et que tu achètes, même si on vient se lever pour dire non, que voilà comment c'est pas ton problème. C'est celui qui a signé là. C'est vers lui on doit partir. Toi, on ne doit pas pouvoir t'inquiéter. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire. D'accord, monsieur. On vous a bien compris sur la question du fait de pouvoir sécuriser le foncier.
Mais pour quelqu'un qui souhaite investir pour la première fois en Oui. Côte d'Ivoire, quels conseils donneriez-vous? Et aussi pour ces novices-là, quels sont les cas Mm. que vous avez remarqués lorsqu'ils font des erreurs dans leurs investissements? Ok, alors pour quelqu'un qui veut investir pour la première fois, il faut vraiment se faire accompagner des experts. Par expert, j'entends peut-être pour des terrains qui sont titrés ou des terrains avec ACD ou compagnie, pour passer par un notaire. Même si on vous dit que le vendeur a un notaire, il faut que vous-même que vous ayez plus ou moins un notaire avec qui vous avez des affinités qui vous assistent. Souvent sur les ventes, il y a les notaires qui n'aiment pas avoir le concours d'un autre notaire, mais au moins votre notaire pourra vous assister, lire, faire tout ce qu'il faut. C'est une prestation qui est payante. Prenez le risque de payer je dis payer cette prestation pour éviter beaucoup de choses. Mais il y a des transactions sur lesquelles les notaires n'interviennent pas. Lorsque le terrain n'est pas titré, lorsque c'est des terrains villageois, mais quand même un notaire que vous connaissez pourra vous donner quelques conseils. Donc là, pour ce type de site-là, il faut peut-être se faire assister peut-être d'un commissaire de justice qui pourra entrer dans son réseau de commissaires de justice pour poser des questions sur le lotissement. Après, il ne faut pas hésiter à aller vers le ministère parce que souvent, il y a des gens qui ne savent même pas que le ministère, on peut se rendre là-bas pour se questionner. Donc, si vous avez un contact là-bas, vous pouvez le faire à distance, au téléphone, vous lui envoyez les histoires sur WhatsApp, il va checker pour vous. Mais il est possible d'aller vers le ministère. Il y a même des numéros verts. Et il est possible souvent de faire des vérifications. Par exemple, une approbation et un truc sur le ministère qui vous permet de taper vraiment pour voir si l'approbation est approuvée. Le ministère fait régulièrement sortir une liste de sites qui sont avec sursis. Donc, il faut vraiment aller vers l'information et se faire entourer d'experts. Donc, il y a les notaires, il y a les commissaires de justice, pas forcément un avocat, c'est pas nécessaire. Et surtout, vraiment, des conseillers ou des personnes qui sont dans le ministère ou qui ont des habitudes au ministère qui pourront vous donner des informations. Autre conseil que je peux donner par rapport aux erreurs que j'ai constatées, c'est le fait souvent, pour quelqu'un qui veut faire sa première transaction, d'acheter directement avec une personne lambda. Moi, je trouve qu'acheter avec une personne lambda a un plus grand risque que d'acheter avec une entreprise. Et parmi les entreprises aussi, il y a des niveaux d'entreprise. Par exemple, il y a des agences qui fonctionnent, qui sont des entreprises, mais qui ne sont pas agréées. Donc, c'est une entreprise, c'est mieux que d'acheter avec une personne lambda, mais c'est quand même une entreprise aussi qui est quand même un peu à risque. Parce que parmi les entreprises immobilières, c'est réglementé. Il y a des agréments. Il y a une agence, il y a des agences immobilières agréées. Chez les aménageurs, il y a des aménageurs fonciers agréés. Chez les promoteurs, il y a des promoteurs immobiliers agréés. Donc, allez-y vers plutôt les professionnels agréés. C'est-à-dire ça, c'est encore un niveau supplémentaire de sécurité. Maintenant, au-delà de choisir une entreprise et une entreprise agréée, il faut s'assurer pour sa première transaction de conclure avec une entreprise, bien qu'elle soit agréée, mais qui a la capacité financière ou foncière de faire face à un problème. Qu'est-ce que ça signifie? Supposons que l'entreprise vous vend un terrain de bonne foi. Ce pas des gens qui sont malhonnêtes, c'est vraiment des gens qui sont de bonne foi, qui ont vendu un vrai terrain de bonne foi. Et il survient un litige ou un problème sur ce terrain. Si c'est une entreprise sérieuse, agréée et tout ce que vous voulez, à la tête même de l'entreprise, c'est un prêtre, ou c'est un imam, ou c'est un pasteur, c'est-à-dire il est bon, Il est correct. il est correct, mais il n'a pas les moyens de vous rembourser votre argent ou de vous donner un terrain en échange, il y aura problème. La seule chose que vous allez faire, c'est aller porter plainte. Ils vont peut-être le mettre en prison. Il est de bonne foi, il va peut-être démontrer qu'il est de bonne foi. Ils ne vont pas le mettre en prison. Ou ils vont voir qu'il n'était pas de si bonne foi. Ils vont le mettre en prison. Mais ça ne va pas vous rembourser votre argent. Donc, ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut ajouter à vos critères de sélection, surtout une première transaction, c'est de la faire avec une entreprise qui, au-delà d'être sérieuse, qui, au-delà d'être agréée, a la capacité financière ou foncière de faire face à un problème. Si vous respectez ces différents éléments, je pense que vous aurez moins de problèmes. Ou même s'il y a un problème, vous serez face à un acteur sérieux qui a la capacité de vous dire, bon, OK, il y a un problème, vous avez peut-être versé 3 millions, 5 millions, on va vous rembourser peut-être sur 3 mois, 1 million, 1 million, 1 million. Ou voilà, on a un terrain, peut-être vous avez pris un terrain à Songon, on a un terrain à Dabou qui vaut à peu près la même chose, ou on a un terrain, par exemple, à Jacquesville, prenez ça en remplacement. Si vous respectez ces critères, vous aurez moins de problèmes que d'aller avec juste une personne, après elle disparaît, on ne sait pas, ou une entreprise, elle existe mais elle n'est pas agréée, le matin ça chauffe, il ferme les portes, il disparaît. Ouais. Ou une entreprise, elle est agréée,
ils sont sérieux, tout ça, mais ils veulent bien, mais n'ont même pas l'argent pour pouvoir vous rembourser ce qu'ils reconnaissent vous devoir. Voilà un peu ce qu'il faut prendre comme précaution. Donc, en vérité, on peut dire il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro et il faut juste, pour cela, aller avec un acteur qui sera prêt à partager avec vous le risque. D'accord. Quelles sont les nouvelles tendances qui émergent dans l'investissement immobilier aujourd'hui? Il y a les tendances officielles, il y a les tendances officieuses. Parmi les tendances qui ne sont pas officielles, et c'est un peu dû au boom de tout ce qui est Airbnb et compagnie, c'est la location saisonnière, la location meublée. Ça a été une mode les 3 dernières années. Beaucoup de gens se sont mis dedans, tout ça. Et avec du recul, certains ne gagnent pas tant qu'ils pensaient gagner. Donc, ça commence à désenchanter beaucoup d'entre eux. Et c'est quelque chose qui n'était pas très officiel parce que derrière, ils ne voulaient pas bien s'organiser, payer les taxes et compagnie. Donc, c'est un business qui est officieux. Donc, on n'a pas même les vraies statistiques. Mais on connaît tous plus ou moins quelqu'un qui a sa petite résidence, qui a fait de ça un business, mais qui n'en vit peut-être pas. Mais derrière, il y a des gens qui ont des résidences meublées que moi je connais, j'ai des clients comme ça fonctionne bien, qui sont constamment occupés, qui ont un taux d'occupation très élevé. Donc, moi, je ne recommanderais peut-être pas quelqu'un à peut-être se mettre dedans s'il ne compte pas vraiment se professionnaliser. Un peu comme ce que fait Madame Esther Bois, que je salue au passage, que j'espère qu'on aura dans la saison 2, qui font un travail très excellent sur la location résidentielle, la location meublée, qui fonctionne très bien lorsque c'est bien professionnalisé. Parmi les autres choses qui sont très tendances, qui ont commencé vraiment à émerger, c'est les mini-cités. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes qui ont les moyens font les mini-cités. Troisième chose qui est très tendance et qui est un peu nouveau, c'est que ça a moins de 10 ans, c'est que les gens aujourd'hui, surtout les particuliers, parce qu'avant c'était seulement les promotions immobilières qui construisaient des appartements pour les vendre, mais de plus en plus les particuliers construisent des immeubles destinés à la vente. C'est-à-dire, on ne construit pas l'immeuble pour vendre tout l'immeuble à 700 millions ou 800 millions ou 1 milliard ou 400 millions, mais on construit l'immeuble avec des appartements et les appartements, contrairement à avant qui étaient automatiquement destinés à la location, maintenant les gens destinent de plus en plus les appartements à la vente. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas beaucoup il y a 10 ans, sauf les promoteurs immobiliers qui construisaient soit des villas, soit des immeubles et ils vendaient les appartements. Mais de plus en plus, les particuliers, plusieurs de nos clients, on les accompagne sur des projets destinés soit totalement à la vente, soit mixte. C'est-à-dire, il va peut-être destiner sur 20 appartements, 15 appartements seront vendus pour avoir un retour sur investissement direct. Il va peut-être conserver 5 appartements qu'il va mettre en location pour générer aussi des revenus locatifs. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas beaucoup et qu'on commence à voir. Autre chose aussi qui a beaucoup émergé ces 10 dernières années, c'est les financements de lotissement, mais qui aujourd'hui sont un peu interdits. Officiellement même, c'est interdit de plus en plus quand tu regardes le code de l'habitat et les explications que les personnes donnent. Aujourd'hui, l'État, à cause de tous les problèmes que ça a créé, le préfinancement, des gens qui ont financé, qui n'ont jamais eu leur lot, tellement de problèmes qui sont survenus sur ce business model, que de plus en plus, alors que ça commençait à être à la mode, ça va commencer à baisser parce que la réglementation va commencer à être un peu plus dure envers ceux qui vont continuer à faire des lotissements. Je m'attends à ce qu'avec l'ADU, ça sera de plus difficile pour les aménageurs fonciers de faire des projets de lotissement. Parce que l'ADU, je n'ai pas les informations officielles, d'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui les a, mais de ce que je m'attends, l'ADU sera forcément payant. Ça, c'est mon avis. Supposons, on va prendre un exemple très simple, parce que c'est un document officiel. Donc, supposons que l'ADU, sachant que ça doit être individuel pour chaque lot, et si jamais il part sur le principe du titrement massif, ça sera un document avec le sceau du ministère de la Construction. Donc, supposons qu'on dise que ce document-là coûte 50 000 francs CFA. Supposons. 50 000 francs CFA, c'est pas cher pour un document de ce type qui te permet qui te donne une sorte de droit à la propriété. À quel moment ça va devenir compliqué? Lorsque vous êtes un aménageur foncier, ou bien une communauté villageoise. Vous partez faire un lotissement peut-être 80 hectares, 100 hectares. Quand vous faites le morcellement, vous devez vous retrouver peut-être avec 1000 lots ou 1200 lots ou peut-être 800 lots. Partons sur un exemple de 1000 lots pour se faciliter la tâche. L'État aujourd'hui nous demande de ne pas commercialiser, de ne pas faire des projets de lotissement et des financements de lotissement. Ça veut dire qu'il faut attendre d'abord que ton projet soit approuvé, d'attendre d'abord que tes ADU soient disponibles pour pouvoir maintenant vendre les terrains. Ça va donner quoi dans la pratique? Moi, je suis la communauté villageoise, supposons, de d'Ibi. Je suis le chef du village, tu es mon président du foncier, toi, tu es ma secrétaire. On veut faire notre lotissement.
on trouve un opérateur, ou bien non. Moi, je suis le chef du village, le président du comité foncier. Toi, tu es l'opérateur à qui on donne le marché. Tu t'en vas, tu fais tous les polygones, tu fais tous les plans avec les géomètres, tout, la parcelle, vous partez déposer, enquête commodo, incommodo, tout est validé. Il y a des frais, autorisation de loti, c'est des montants qui sont acceptables. Les 1 million, tout ça, tu payes, tous les frais officiels. Maintenant, le dossier est transféré et on a l'approbation. Le ministre signe notre approbation. Maintenant, on dit, vous avez 1000 lots sur votre lotissement. Il faut faire sortir vos ADU. 1000 fois 50 000, ça fait combien? Toi qui es fort en calcul, il faut taper pour nous. 50 000, 1000 lots fois 50 000 le coût d'un ADU. 50 millions. Il faut verser 50 millions pour pouvoir aller récupérer vos ADU. Qui va faire sortir les 50 millions? C'est le chef du village ou bien c'est l'opérateur? Et là, j'ai pris un prix minimum de 50 000. Imagine si l'ADU est à 100 000. C'est gratuit, non? Ils ont dit. Qu'est-ce que tu vas appeler gratuit? Un document qui est imprimé, il faut au moins même que tu payes les frais d'impression. Qui va supporter ça? Qu'est-ce que vous appelez gratuit? C'est qui vous a dit que c'est gratuit? Si c'est une bonne nouvelle que vous me donnez en direct, moi je suis preneur. Qui vous a dit que l'ADU est gratuit? L'ADU est un document. Non, c'est un document qu'on veut qui va être en quelque sorte remplacer les attestations villageoises. Avec ça, on n'aura même pas besoin de faire inscription pratiquement dans le guide et qui aura la valeur d'un titrement massif. S'il valide le titrement massif, parce que là, on est en train de supposer. Supposons que le titrement massif est validé. Ça veut dire que quand il y aura un projet de lotissement désormais, les 1000 lots là vont porter directement un numéro de titre foncier. Donc, supposons que c'est le cas. Vous pensez vraiment qu'un tel document qui a une telle valeur doit être gratuit? Rien n'est gratuit. Ça veut dire que soit c'est l'État qui paye, qui nous aime tellement, et je ne doute pas de ce que notre État nous aime, et qui décide de payer pour nous. Maintenant, regardez pourquoi moi je pense que ça ne sera pas gratuit. Parce que c'est mon avis. Ouais. Avant l'attestation villageoise, lorsqu'un site était approuvé, il fallait faire, en plus des guides, il fallait imprimer des attestations villageoises qui allaient être signées par les chefs du village et compagnie. Vous pouvez faire une impression à 2 balles avec papier A4. Il y en a qui faisaient des papiers cartonniers, bien durcis et tout. Donc, il n'y avait pas tant de frais que ça pour la production des attestations. Donc, les villageois gagnaient comment? Dans ce qu'on appelle les inscriptions dans le guide. Parce que les inscriptions dans le guide étaient payantes pratiquement dans tous les villages. Ça va de 100 000 à 600 000. Et souvent, l'attestation de cession, c'est-à-dire l'attestation qui fait foi là, on payait aussi un montant pour pouvoir avoir ça. Donc, c'était de l'argent qui partait dans les caisses des chefferies. Maintenant que ce n'est plus le cas, ça fait de l'économie aux acquéreurs. Oui. Donc, si aujourd'hui on nous dit même qu'il faut payer l'ADE, je ne pense pas que les gens vont se plaignent. Parce qu'on payait déjà des montants aux villageois. C'est juste que maintenant, l'argent est payé au ministère de la Construction et ça nous donne droit à un document qui est plus sérieux et plus reconnu. Dès lors, je doute que l'ADU sera gratuit. Un document comme ça, parce que même il faut l'imprimer, ça va devoir, certainement il y aura sticker, tout ça. Je ne pense pas que ça puisse être gratuit. Si c'est du gratuit, c'est des recettes en moins même pour l'État, parce que quoi qu'on dise, les différents documents, quand on s'en a fait, ça demande d'ACD, toutes ces choses-là, on paye en général. Tout est payant, on paye certains montants. Soit tu payes, quand tu veux faire dans l'ancien système avec ton attestation villageoise, pour faire ton ACD, tu as fait l'inscription dans le guide. Après, tu as fait l'extrait au dossier technique avec un géomètre, tu as payé peut-être 100 000 francs. Tu as allé faire compulsion avec un commissaire de justice, tu as payé. Tu as allé faire ta demande d'ACD. Tu as payé peut-être 100 000 si tu es une personne physique, si tu es une personne morale ou une ONG, ou tu as payé un peu plus. Tous ces montants-là étaient payés. Maintenant, si jamais l'ADU vient et que l'attestation villageoise là est remplacée, donc l'ADU, quand tu as ça, tu vas directement demander ton ACD. Au ministère, oui. Et puis, c'est gratuit. Maintenant, c'est l'ACD qu'on paye. Le montant va changer? Pour le moment, on reste sur le même montant. Mais c'est que l'État nous aime. Le truc, c'est que... L'État nous aime. Mais l'État est bon. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est intéressant? Si c'est vraiment ça et que c'est gratuit, c'est que l'État, au-delà de nous aimer, cette réforme-là sera louée par les usagers. Parce qu'au-delà de la sécurité... qui a dit que c'était gratuit. Déjà, si c'est gratuit, c'est super. Je sais pourquoi les chefferies n'ont pas encore tous accepté l'ADU. L'argent ne va plus transiter dans leur caisse. Et ça reste dans notre poche à nous, les Ivoiriens. Voilà. Mais c'est que c'est bon. Donc, ils ne sont pas encore pour que l'ADU passe. Ils partent déposer leurs attestations pour migrer à l'ADU. Non.
Mais ils n'ont pas le choix. On est dans un Voilà. pays organisé. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Mais moi, l'information que vous me dites là, si c'est gratuit, vraiment, c'est que l'État nous aime. Ça seulement, ça vaut beaucoup. Non, moi, je ne pense pas. On attend de voir. On attend Mais de effectivement, voir. on n'a pas encore entendu de prix. Oui. On n'a pas... Et moi, je pense que ça ne pourrait pas être gratuit parce que ça a un coût. C'est un coût qui va être supporté par qui? Par l'État? Pour faire la CNI, est-ce que c'est gratuit? Oui. Mhm. Oui. On ne paye rien pour faire une CNI. Mhm. C'est Mais gratuit. l'État est bon. Tu vas faire ta demande, tu donnes les gratuit. pièces là. Et puis- C'est Mais gratuit. pourquoi vous vous payez beaucoup comme ça? Moi, il y a des informations que je n'ai pas. Hein. Mais c'est qu'on est dans un bon pays. Moi, je n'avais pas toutes ces informations. Vraiment, la CNI, c'est gratuit. C'est gratuit. Quelqu'un me dit là-bas, c'est 5 000. Non, c'est gratuit. Bon, En tout cas. si c'est le timbre, c'est normal. Sinon, Mais c'est Voilà, après, donc peut-être qu'on payera timbre aussi pour voilà, faire si c'est le la timbre, c'est normal. Sans Après, plus. ces gens de fac, vous dites qu'on va payer 10 000, 20 000, 30 000 pour faire ta CNI. Je pense que non. nos deux intervenants sur le foncier ont dit que c'était gratuit. Mais c'est une très bonne nouvelle. Moi, je n'ai pas cette information. On Mais attend de franchement, voir, si en c'est ça, tout c'est une cas. très bonne nouvelle. Mhm. Oui. Si c'est ça, vraiment, on va faire un autre podcast pour dire merci. Parce que ça sera très intéressant. Parce que Ouais. mine de rien, on supporte des coûts. Et si aujourd'hui, pour moi, l'ADU peut être payant. Les usagers vont accepter de payer. Du moment où on ne paye pas un montant supérieur à ce qu'on payait avant. Mhm. Tant que c'est ça, je pense qu'on, pour quelque chose qui aura plus de valeur et plus de sécurisation, on va payer avec bon cœur. Ouais. Ouais, On va tous voir, on attend tous pour voir. Mm. c'est ça. Comment vous voyez le marché immobilier ivoirien dans 5 à 10 ans? Là, on est à la porte des élections. Donc, dans 5 ans, on sera encore à la porte des élections. Vous dire que chaque année, à la porte des élections, on a une visibilité un peu réduite. Mais je m'attends à ce que certaines zones prennent encore de la valeur, mais que certaines zones atteignent leur pic. Vous savez, en général, dans l'immobilier, lorsqu'on joue au jeu de l'immobilier, on joue au jeu de la spéculation, tout ça, à un certain moment, il y a comme une sorte de prix psychologique qu'on atteint et qu'on n'arrive pas à dépasser. Donc, je m'attends à ce que dans 5 ans ou dans 10 ans, certaines zones qui sont en ce moment en train de monter atteignent leur prix maximum et que le prix se stabilise et qu'à partir de ce moment, on ne puisse plus jouer au jeu de l'achat-revente. Si aujourd'hui tu achètes un terrain au plateau, c'est pas que tu comptes acheter pour revendre parce que le prix déjà, il est à peu près autour de 1 million le mètre carré. Tu es un peu bloqué depuis quelques années à 1 million le mètre carré. Tu trouves rarement, tu trouves presque pas un terrain au plateau qui est plus que 1 million francs le mètre carré. Donc, quand tu atteins comme ça le prix maximum, tu peux plus acheter pour vendre. Quand on achète, c'est pour un projet. Donc, il y a des zones comme ça, beaucoup plus à Abidjan, qui vont atteindre leur prix maximum, au-delà duquel on ne peut plus encore acheter pour vendre. Donc, ça, je m'attends à ça dans beaucoup de zones dans la ville d'Abidjan. Et je m'attends peut-être à ce que certaines zones deviennent des zones d'intérêt où on peut encore acheter ou revendre. Donc, les beaux jours de l'immobilier sont encore devant nous en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui est particulier parce qu'il y a un déficit de logement, ce qui fait que chaque année, on a vraiment un besoin de construire, de construire, de construire, de construire. Je m'attends aussi à ce que dans 5 ans, 10 ans, il y ait une sorte d'industrie de construction. Je m'attends à ce que il y ait encore plus de cimenterie peut-être et qu'il y ait beaucoup d'autres compétences qui aient été bien absorbées par les locaux. Et je m'attends à ce que certaines zones soient totalement transformées. Moi, par exemple, il y a une zone, je m'attends à sa transformation. Par exemple, c'est la zone de, comment ça s'appelle, Anono. Anono Blocos. Anono Blocos sont des zones qui vont être totalement modernisées. C'est-à-dire, on va voir plus de gens acheter pour faire des buildings de R+5, R+6, très modernes, qui fait que tu vois qu'au départ, il y aura des gros buildings à côté de petites habitations ou à côté d'immeubles anciens. Progressivement, ils vont commencer à céder à la pression foncière parce qu'à un moment, il y a la pression foncière et la pression de développement. À un moment, il va être difficile pour ceux qui sont les jusqu'au boutistes de garder leur terrain parce que souvent, on essaie de vous les prendre par le moyen du commerce, mais souvent, ça peut même aller plus loin, comme des réquisitions. C'est comme une sorte de pression. C'est-à-dire, imagine, tu as une petite maison là, et puis tout autour, c'est des immeubles, des immeubles, des immeubles, des immeubles. À un moment, Tu as cédé. toi-même, tu as fini par céder. Et quand c'est pas gratuit et que tu en tires quelque chose, donc je m'attends à ces choses-là dans la zone d'Anono. Je m'attends à ces choses dans la zone peut-être de Blocos. Et je m'attends à ce que la zone de Makori change totalement. C'est-à-dire toute la zone Abidjan Sud. En ce moment, vous voyez beaucoup de buildings R+7, R+9, R+10 à Mako, en zone 4, billetterie. Je m'attends à ce que ça continue
et que ça rentre aussi à Port-Bouët. Il y a un projet majeur en ce moment en allant vers l'aéroport qui est porté par Telium Group de M. Yerimso de la Bank avec une sorte de grande marina avec des bateaux et compagnie. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait des zones, c'est-à-dire si aujourd'hui vous prenez une photo de certaines zones et que vous revenez dans 10 ans, vous allez être choqué de voir ce qui s'est passé. Donc, l'immobilier a encore vraiment le vent en poupe, que ce soit pour le haut standing, que ce soit pour le... Non, même pour l'économique. Ce qu'il faut faire, et ça fait partie des paris que nous, on va essayer de faire, c'est que sur cette marche-là, les gens n'oublient pas les gens qui n'ont pas forcément les moyens. Parce que si tout le monde veut faire des marges, construire des maisons de 75, de 80, de 90 millions, parce que c'est là-bas on a des marges de 30%, 40%, beaucoup ne vont pas penser à construire des trucs économiques où des gens peuvent acheter ça à 15 millions, 18 millions, 9 millions. Et il faut vraiment que les acteurs ou certains acteurs n'oublient pas de penser à ces personnes qui méritent aussi d'avoir accès à la propriété. Donc l'État ivoirien, par rapport à son programme, en train de faire des grandes choses pour l'accès à la propriété pour beaucoup de gens de la population. Mais il ne faut pas que ce soit seulement le secteur public. Il faut que les acteurs privés, soit par contrainte, soit par fardeau, commencent aussi à développer des projets pour des personnes qui ont des revenus modestes ou des revenus intermédiaires. D'accord. Aujourd'hui, si vous devez conseiller une personne, soit on prend un cas pratique, soit vous ou bien vous conseillez quelqu'un avec une somme de 10 millions, quelle serait votre stratégie d'investissement? Je sais que si c'est vous, 10 millions, c'est petit ou bien c'est beaucoup? Non, 10 millions, c'est beaucoup. Hein. Moi, 1 million même, c'est beaucoup pour moi. Hein. Avec 10 millions de francs CFA, je vais peut-être diviser en deux. 5 millions, je vais prendre pour jouer au jeu du court terme. J'achète, je rachète, j'achète, je vends, j'achète, je vends. Avec 5 millions, je peux jouer à ce jeu-là. Je vais me donner en 6 mois déjà, si j'étais moi, ou si je conseillais quelqu'un en 6 mois, on peut transformer les 5 millions facilement en 10 millions. En 6 mois, avec beaucoup d'intensité. Et les 5 autres millions qui seront mis de côté, je vais essayer de me positionner sur certaines zones très intéressantes où quelqu'un peut avoir un problème de... C'est-à-dire, si tout de suite quelqu'un veut brader, par exemple, un terrain à Benjerville, il veut vendre ça à 8 millions, 9 millions. Je vais dire, ah, j'ai 5 millions, tiens. Le temps que je puisse acheter, revendre, voire encore venir compléter. Donc, je vais laisser 5 millions où je ne vais pas toucher, ça sera sur mon compte. Et je vais prendre 5 millions pour acheter, revendre. Je peux acheter à Yamsokro des choses de 1 million, 1 million 5 que je revends à 1 million 5 ou 2 millions. J'achète, je revends, j'achète, je revends. En 6 mois, je pense que les 5 millions peuvent passer à 10 millions. Ça me fera à peu près 15 millions. Donc, je vais faire ce jeu-là peut-être pendant 2 ans. Et dès que mon argent peut-être approche de 25 millions ou 30 millions, je vais soit acheter un terrain pour pouvoir faire une mini-cité, soit acheter un terrain où je sais qu'un constructeur financier pourrait être partant avec moi pour construire un immeuble. Ça sera ça mon choix. Et je me dis, si je commence en 3 ans, je peux être sur un premier projet de construction, soit d'une mini-cité, soit avec un investisseur pour un projet d'immeuble. Donc, je me dis qu'avec 10 millions, en 3 ans, on pouvait être sur un premier projet de construction. Wow, c'est bon ça. Alors, avant que Marie-Georges ne vous demande le mot de fin, on a la question de nos internautes. OK. Nous avons Monsieur Kwaku Lambert qui demande ceci. Avec toute votre stratégie et votre expérience dans l'immobilier, est-ce que vous avez déjà fait une fois arnaqué et comment vous avez pu répondre à cela? OK. Moi, à titre personnel, tout seul, par la grâce de Dieu, pendant longtemps, je ne m'étais jamais fait arnaquer parce que je prenais beaucoup de précautions. Les conseils que je donne, je les appliquais moi-même. La première fois où j'ai été arnaqué, c'était dans les débuts quand je commençais aussi à mettre mes équipes en avant. Je mettais en place une entreprise capable de gérer, de trouver des sites, de faire des vérifications. Donc, en son temps, là, c'était une de mes collaboratrices qui était en avant sur un premier site. En son temps, on n'avait pas peut-être un service juridique comme aujourd'hui, on a M. Traoré qui fait les vérifications. Donc, ils ont fait des vérifications et leur niveau d'expérience ne leur permettait pas de voir le vice qu'il y avait derrière ce truc. Donc, je pense qu'on avait été arnaqué 75 millions sur un site situé à Benjerville. C'était ma première fois, j'ai appris que c'était en 2022. Et la deuxième fois, je pense que c'était l'année passée en 2024. Là encore, en plus, même, je voulais en faire un achat personnel. C'est un de nos collaborateurs qui m'avait parlé d'un site situé à Benjerville, Adjien.
Donc, pour la petite histoire, sans vouloir jeter le discrédit sur la zone de Belleville-Adjien, c'est une zone où il y a beaucoup d'arnaques. Si on vous propose un terrain à Belleville-Adjien, faites 3 fois plus de vérifications que vous aurez fait sur un site normal. Je referme la parenthèse. Donc, on lui propose, je crois, 3 lots, pas faire les vérifications. Donc, je lui donne les instructions. Quand tu pars, va à la chefferie, fais telle ou telle chose. Donc, on fait les vérifications de côté ministère. Il n'y a pas de problème sur l'approbation. En fait, là, ils ont vraiment fait du faux. Ils ont falsifié les documents. Donc, il vient chez moi un samedi, il me dit, ah, il faut qu'on boucle la transaction. Donc, je lui remets l'argent en espèces. Donc, je lui dis, tu pars, tu payes. Et il ne faut pas verser l'argent si ce n'est pas à la chefferie qu'on t'envoie. Et malheureusement, ils l'ont blagué. Ils l'ont envoyé dans une maison. Ils ont fait croire que c'était le président du comité foncier avec des fausses pièces d'identité, tout ça. Et là aussi, ils l'ont arnaqué. On peut dire, ou bien ils l'ont arnaqué, ou bien ils nous ont arnaqué. Je ne me souviens plus du montant. C'était pas élevé comme le premier. Si j'ai bonne 16 mémoire, millions, non? oui, 16 millions ou 17 millions, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était la deuxième fois où on a été arnaqué. En dehors de ça, non. Par contre, il y a des dossiers sur lesquels on s'est engagé où il y a un litige. Vous savez, un litige est différent d'une arnaque. Voilà. Donc, il y a des dossiers, par contre, où on est dans des dossiers où il y a des litiges pour des montants beaucoup plus importants. Mais en ce qui concerne les arnaques, je peux dire que c'est les 2 fois où j'ai été arnaqué. Mais ce qui est paradoxal, c'est que chaque fois, ce n'est pas moi qui étais devant. C'était des personnes que j'avais mis devant. Je vous dis que moi, en montant et pendant longtemps, quand moi-même je prenais vraiment beaucoup de temps de faire des vérifications. Et souvent même, je prie. Parce que moi, j'ai vraiment ce petit côté qui me dit que Dieu peut montrer les choses, Dieu peut révéler les choses. Donc, il m'est arrivé souvent de prier pour dire, ah Seigneur, si ce dossier-là, c'est bon, si c'est pas bon, fais ci, fais ça, fais ça. Donc, quand je suis là-bas, moi-même, souvent, il m'est arrivé de me retirer des dossiers parce que j'ai senti dans mon esprit que c'était pas bon. Donc, je ne vais pas vous demander chaque fois de commencer aussi à faire des lourdes prières, mais il y a le côté spirituel aussi. Moi, pendant longtemps, Dieu m'a gardé. Je n'avais jamais été arnaqué, mais il y a ces 2 cas-là, 75 millions et 17 millions. On va dire même les baobabs ne sont pas épargnés. Oui, ah non, mais non. Il y a souvent même, quand j'étais arnaqué sur Adjien, pendant qu'on était en train de... il y a une dame, une autorité qui m'a appelé pour dire qu'elle-même l'a arnaqué là-bas. Après ça, il y a un policier qui est venu que lui-même l'a arnaqué là-bas. J'ai dit, vous, si, quand on m'avait arnaqué par contre sur les 75 millions, pendant qu'on était à la gendarmerie, parce qu'on avait fait arrêter la personne, on l'a envoyé à la MACA et tout, il y a l'un des lieutenants qui me disait, il est lieutenant gendarme, il dit que son papa est colonel dans la gendarmerie, lui-même son papa. Donc si les gars n'ont pas pitié de colonel, c'est pas nous les civils là, ils vont avoir pitié de nous. Pour dire, les gars n'ont pas pitié, hein. Donc il faut faire très attention. Les arnaques, c'est vraiment différent des litiges. Les litiges, moi quand un litige m'arrive, ça me fait moins mal qu'une arnaque. Litige là, ça peut vraiment arriver. Donc les arnaques, c'est différent. Et puis voilà, les 2 fois où ça m'est arrivé. D'accord. Ok. Quel sera votre mot de fin? Juste dire aux Ivoiriens de ne pas avoir, de laisser cette psychose-là passer, de faire très attention parce que l'immobilier aujourd'hui, c'est dangereux. Je le dis et pour les acquéreurs et même aussi pour ceux qui se lancent dans l'immobilier. Aujourd'hui, proposer un terrain à quelqu'un, vendre un terrain même, c'est comme prendre un risque parce qu'il peut ne pas avoir de problème, tu vends et puis demain, le problème te rattrape. Mais derrière tout ça, il faut juste se faire encore plus entourer, faire plus de vérifications, faire plus attention, mais ne pas prendre le risque d'abandonner l'immobilier ou le foncier. Sinon, on va mettre en péril la prochaine génération. Malgré toute la peur, toute la psychose qu'on a, il faut qu'aujourd'hui, les Ivoiriens continuent de s'intéresser à l'immobilier. Il faut prendre le soin d'apprendre, de se faire entourer, de faire une sorte d'éducation financière, une sorte d'éducation immobilière pour pouvoir quand même faire les bons choix. Mais je ne vous recommande vraiment pas aujourd'hui, surtout en 2025, là, que vous commencez à dire l'immobilier là c'est bon, c'est mieux prendre mon argent pour acheter pagne, c'est mieux prendre mon argent pour faire mon BBL, c'est mieux prendre mon argent pour acheter ma voiture, c'est mieux prendre mon argent pour manger. Au moins, ce qui est dans mon ventre, c'est ce qui est pour moi. Non, ça, c'est un piège du diable dans lequel il veut nous faire tomber. Et je veux vraiment lancer cet appel à tous les Ivoiriens. Je ne dis pas venez chez nous, faites-nous confiance. Allez-y chez les acteurs en qui vous pouvez faire confiance. Mais arrangez-vous pour ne pas que le divorce entre les Ivoiriens et la terre où le foncier ait lieu. Sinon, on aura vraiment manqué notre mission. Et je pense que c'est avec ces mots de fin là qu'on peut conclure en vous invitant à suivre ou à rester à l'écoute pour la deuxième saison. On va inviter encore plus d'invités. Oui. Et puis aussi, vous pouvez nous rejoindre au YKBC
On a mis en place un club d'investissement immobilier justement pour encadrer, pour former, pour aider les personnes qui veulent profiter du business de l'immobilier. Nos portes sont ouvertes et on vous dit à très bientôt. Alors, merci à vous d'avoir suivi cet épisode bonus de la première saison. On a voulu inviter Monsieur Yann Amon en dernière position pour que vous soyez très édifiés, comme vous avez été édifiés pour les précédents intervenants. On vous donne rendez-vous pour la saison 2. On espère que vous avez aimé tous les épisodes de la première saison et que vous serez au rendez-vous pour la deuxième saison. On se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.